Salut à tous, c'est Karim Debache. Vous allez bien? Vous écoutez This Mortal Coil avec la chanson Tarantula. Évidemment en référence avec, qui fait référence au thème de la soirée-journée, appelez ça comme vous voulez, puisqu'on va parler de notre ami l'araignée. Toutes les chansons que vous avez écoutées ont un rapport avec les araignées, nos amis les araignées, qui à la fois font peur parfois, mais en même temps mangent des moustiques. Doit-on les aimer? Doit-on en avoir peur? Je sais pas comment finir cette phrase. Merci à toi, This Mortal Coil, pour cette chanson fantastique, Tarantula. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Karim Debache. Attendez, bougez pas. C'est Karim Debache qui est... Il est là! Il était où? Il était là, avec les cheveux gras, comme à son habitude. C'est pour ça, c'est comme ça que vous m'aimez, et c'est comme ça que je serai. Je suis flou, je suis pas flou. Je suis flou de flou. Salut à tous, c'est Karim Debache. Vous allez bien? Tranquille? La baisse, Ramdoula. Je vais immédiatement remercier les quelques personnes qui ont sub lors de ce début de stream. À peine a-t-il commencé que déjà vous remplissiez mes poches d'un pognon qui sent bon le fric. Attendez, bougez pas. Qui c'est qui quoi? Qui c'est qui quoi? Qui c'est qui quoi? Alors déjà, la dernière fois, je crois que je n'ai pas remercié Anoli, mais peut-être me trompe. Auquel cas, j'en suis désolé, Anoli. Peut-être que je ne t'ai pas remercié la dernière fois et je te remercie maintenant. Roenat, tu viens de sub, toi. Tu fais plaisir. C'est ton 11e mois. Bientôt un anniversaire, gouvernateur. J'espère que c'est la forme pour toi. Après ton 54e mois d'abonnement, 13 en in a row, tu me dis, ça fait quoi quelqu'un qui gratte la toile de Spider-Man? Twang twang. Il n'y a pas de blague. Voilà. Et coucou Dreamline, il te dit. Voilà, mais effectivement, il n'y avait pas de blague. Je cherchais une blague, mais non, effectivement, il n'y a pas de blague. Parce que Spider-Man Twang Twang, je l'ai pas. En tout cas, s'il y a une blague et que la blague, c'est que tu dis il n'y a pas de blague alors qu'il y en a une, je ne l'ai vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas de blague. Blogantin, merci beaucoup à toi pour les subs que tu offres par pure générosité, par pure bonté d'âme. À The Storm's Child, donc l'enfant des tempêtes. Et à Jibat60, le vulnérable du sorbet. Gros bisous à toi, c'est ton 5e mois d'abonnement, in a row et en tout. Et tu te dis hello. Excellent choix d'accompagnement sonore, comme d'habitude, de Bach Qualité. Alors, je ne sais pas à quel moment tu as posté ça. Je ne sais pas si tu parles de This Mortal Coil ou si tu parles de Alain Bachung ou si tu parles de, je ne sais plus ce que j'ai, Noam. J'avais mis Noam avant, je ne sais pas. Mais dans les trois cas, c'est quand même, ça fait super plaisir. Majid Vegeta, merci beaucoup à toi pour le sub. C'est ton 8e mois d'abonnement, 10 mois au total, mais 8e mois in a row. Bientôt un enfant. On avait amorcé un enfant lors de 2 mois, j'ai l'impression, mais et voilà, c'est resté à l'état de petit fœtus. Tu me dis toujours en live quand je vais au boulot, toi, eh ben je suis absolument désolé. Mais j'espère que tu seras sympa avec cet arbre, car sans lui, pas de CO2. N'importe quoi. Merci à toi, Brick Tamelon, pardon, pour le 7e mois d'abonnement. Tu dis trop cool que tu te concentres sur le stream. Hâte de voir ce que tu nous réserves comme projet. Des choses incroyables, des choses spectaculaires, des choses de l'ordre de l'incroyabilité spectaculariale. Merci beaucoup à toi, Matt Muted Loutine, pour le 4e mois de sub que tu viens de prendre. Ça fait super plaisir et tu me dis merci pour tout ce que tu fais. Et tu m'envoies un petit cœur fait d'un symbole qui veut dire inférieur et d'un 3. Donc peut-être me fais-tu un cœur, mais peut-être me dis-tu aussi que tout ce que je fais est inférieur à 3. Ce qui est pas ouf, du coup. C'est soit 1, soit 2. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis sûr que vous ne savez pas, pour la majorité des gens, maintenant vous avez Google parce que vous êtes dans le futur méta-moderne, mais avant de faire une recherche sur le titre de ce stream, pour savoir de quoi que je vais parler, je suis sûr que vous ne savez pas de quoi je vais parler. Je vous ai même vu, vous tromper. Ha! Sous mes yeux ébahis, vous dites des bêtises, parce que j'ai vu quelqu'un, que je ne vais pas citer, n'est-ce pas, Alri Comics, qui dit « Je sens qu'il ne va pas parler du vrai premier film, mais du téléfilm tiré de la série télévisée avec Nicolas Hammond remonté en version longue. » Pour qui me prends-tu? Non, on va faire encore un truc encore plus fifou. On va aller vers quelque chose d'encore plus dingo. C'est celui qui est dans le HS JDG, je sais plus lequel on avait mis. Ah, ne testez pas ma mémoire sur mes anciens travails. Je ne sais plus desquels on a parlé lors des hors-séries Joueurs du Grenier. De toute façon, Spider-Man, moi je pense que je vais évoquer à un moment donné dans ma vie tous les films Spider-Man. Tout ce qui existe, toutes les adaptations et même les séries, tout ce qui a été fait en audiovisuel autour de ce personnage sera évoqué à un moment ou à un autre lors de ma carrière de streamer qui devrait s'achever à ma mort, c'est-à-dire dans à peu près 80 ans, sauf si je bois un peu trop de café à la vôtre. J'arrive et je me mange une pub pour Transformers. Du coup, j'ai pas envie de faire l'effort d'aimer le cinéma. Je suis absolument désolé pour toi. Néanmoins,
Transformers, ça reste un peu Michael Bay quand même. C'est pas un vrai argument. C'est pas un vrai argument. Je suis absolument désolé. Donc voilà. Donc je ne vais pas parler du film qui effectivement à la base dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je crois que c'est juste Spider-Man. Je crois qu'il y a pas. C'est pas Amazing. Je sais plus. Mais en tout cas, je ne vais pas parler du film pilote de la série télé de la fin des années 70, de 77. Et je pense même, sans trop me tromper, que quand je dis le premier film live Spider-Man, nombre d'entre vous, je vous vois, aurait du mal à concevoir un Spider-Man live action qui date de avant 1977. Je pense. Je pense que vous imaginez à peu près tous que c'est la fin des années 70 qu'on va évoquer. Ce n'est pas le cas. Connais-tu les comics d'origine Spider-Man? C'était ma lecture tout petit. J'ai jamais trouvé une adaptation qui respecte les comics d'origine. Oui, je connais... alors, je ne les ai pas connus quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai grandi avec les comics Spider-Man des années 90. Je lisais beaucoup des Spider-Man des années 90. Et un peu avant, mais globalement, c'était à peu près ça. Et j'ai découvert bien longtemps après le début de Spider-Man par le biais de... Je dois en avoir ici d'ailleurs. Il y avait des compiles, des grosses... Enfin, il y avait genre de 62 à 60 machins en gros tomes. C'est comme ça que, avec des traductions hyper cheloues. Moi, je me souviens, il faudrait que je retrouve ces trucs pour relire les traductions. Mais moi, dans mes souvenirs, il y avait des traductions hyper bizarres en français avec des mots qui semblaient un argot d'un ancien temps, hyper chelou. Alors, je crois que c'était pas les traductions d'origine. Je crois que c'est des traductions refaites à l'époque, mais c'était trop bizarre. Trop bizarre. Il faudrait que je retrouve ça, soit que je les scanne ou que je vous les lise, en fait, simplement, pour que vous preniez conscience des trucs bizarres qui ont été faits en français. C'était hyper bizarre. Tout le monde parlait bizarre. Ni insultant, ni vulgaire, ni quoi, juste bizarre. Des mots que jamais de ta vie t'entendrais dans la bouche de quelqu'un. Je sais pas qui avait traduit ça, mais c'était un sociopathe, quoi. Qui avait été très peu en contact avec d'autres êtres humains. Traduction québécoise. Oui, les intégrales jaunes d'Emis, absolument, c'est de celle-ci que je parle. Traduction québécoise, non, je crois même pas, hein, parce que ça me semblait pas. Alors peut-être. Je suis désolé si c'est ça, je m'excuse auprès du Québec, c'est peut-être je suis pas familier avec cet argot-là, mais je crois pas. Hein. Je crois que c'était encore des trucs. Il faudrait que je les relise pour être sûr. Mais je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment genre bizarre. Alors s'il y a des Québécois dans le truc, je vous le lirai, et vous me direz si c'est un truc que vous dites chez vous, parce qu'il y avait des mots, mais que j'avais jamais entendu, je crois. Des façons de qualifier les gens. Harry038, je les ai tous, lol. Donc tu peux me confirmer ce truc bizarre. Il y avait des trucs trop bizarres. Merde, vous m'avez pris au dépourvu. J'ai pas d'exemple parce que j'ai pas révisé, mais je suis sûr que là chez moi, je dois en avoir encore quelques-uns qui traînent des tomes. Je les lirai pour le prochain stream. Je vous ramènerai ces trucs-là. C'est du français d'époque à base de roturier. Oui, c'est plus du vieux français chelou, mais c'est les années 60. Ça parlait comme ça. Ça parlait pas comme ça dans les films de Louis de Funès. Je sais pas, c'est hyper chelou. Merci beaucoup à toi, Lou Croco, qui dit 10 mois de bonheur et de délicieuses anecdotes sur le cinéma. Merci Karim, ça fait effectivement 10 mois que tu es sub à cette fantastique chaîne qui fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes comme des oufs, que vous êtes chaud. Karim, je viens de finir ma rediff de ton stream sur Evil Dead, au passage mon film préféré. C'était un pur plaisir en espérant que tu fasses ça sur l'entièreté de la saga. C'est ce qui va se produire. D'ailleurs, le week-end, pas prochain, mais celui d'après, je ferai Evil Dead 2. Et d'ailleurs, on évoquera encore le cinéma de Sam Raimi, je pense, dans ce stream, puisque évidemment, le cinéma de Sam Raimi, il y a une des pierres, hein, enfin, une des clés de voûte de son cinéma quand même, est une adaptation live de cette licence fantastique qu'est Spider-Man, sortie au début des années 2000, même si ce n'est pas du tout, évidemment, la première incarnation en film live de ce personnage au cinéma. Puisque la première fois qu'on a vu Spider-Man en images filmées, eh ben, je vais en parler et on va regarder ça ensemble. Ça va être, je pense, très intéressant. Je fais pas une intro où je vous parle des films que j'ai vus simplement parce que je n'ai pas prévu de le faire et que je n'ai pas ramené les Blu-ray ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas prévu de le faire. Donc, on fera ça plus tard. On fera pas ça tout le temps de toute façon parce que ça va finir par être un peu laborieux si c'est toujours la même chose. Remercie Geneviève Coulon et Nicolas Duclos qui ont massacré pléthore de numéros. Étant la citation d'un fauve, le pire étant la citation du fauve des X-Men qui, lorsqu'il était surpris, s'exclamait Dieu me patafiole. Voilà, c'est ce genre de bail. Étonnamment, mon expression favorite depuis. Nous dit Alry Comics. Alors, voilà, c'est ce genre de truc. Alors, X-Men, j'ai pas lu les originaux. Enfin, si, je les ai lus en plus, mais j'ai pas fait gaffe à ce point. Mais Dieu me patafiole, c'était le genre de truc qu'il y avait dans ces éditions que j'avais, dans ces compiles. Alors, donc, on sait que c'est la faute de ces gens-là. Je sais pas d'où ça vient, pourquoi, mais c'est trop chelou. Un jour, on fera des lectures de ces trucs-là, parce que c'était trop bizarre. Ça collait ni au personnage, ni à la langue française. C'était hyper chelou. T'as l'impression vraiment que c'était fait par des gens qui avaient jamais parlé, qui découvraient le langage, qui découvraient les syllabes, et qui les agençaient de façon un petit peu avant-gardiste et tout. C'est trop chelou. Trop chelou. Écrit par genre Andy Warhol, mais en
qui est en genre 2h30 après le buvard. Là, c'était un truc comme ça, quoi. Alors, merci beaucoup à toi, Dark Sirius, pour le 3e mois de sub, tu déchires. Merci à toi, Atticus, le poteau, aussi, qui a, ma foi, un pseudonyme fort amical. Tu dis quoi? Tu dis bonsoir, Karim, bonsoir le chat. J'ai regardé tes précédents streams. Ah, bah, c'était ça, en fait, pardon. Je t'avais déjà remercié, j'avais vu ton message passer. Mais oui, donc, revenez dans 1 semaine et demie à peu près. Je ferai un autre stream sur Evil Dead 2. Donc, tout ça pour dire que, en guise d'introduction, plutôt que de parler des films que j'ai vus récemment, ce qui serait pas très intéressant parce qu'en plus j'ai revu que des trucs que j'avais déjà vus qui sont très connus. J'ai revu genre le West Side Story de Spielberg, voilà, qui est toujours qui est fantastique. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment bien. C'est super. C'est super. C'est très touchant. C'est triste, mais à la fois c'est beau. Mais en même temps, ça chante et ça danse du feu de Dieu. Donc c'était super cool, mais bon, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai déjà dit que c'était génial. Bon, si vous l'avez pas vu, quand même, regardez le West Side Story de Steven Spielberg, qui est un des meilleurs films récents. C'est fou parce que c'est un des films les moins cyniques que j'ai vu ces dernières années, et pourtant c'est une comédie musicale, quoi. Donc c'est un truc qui affiche son état de fiction. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas très important. Ce que je vais faire, c'est évidemment vous rappeler que la raison pour laquelle je parle de Spider-Man, c'est du fait de la sortie du dernier. Alors, c'est Across the Spider-Verse, je sais ça. Across the Spider-Verse, qui est donc la suite de Spider-Man New Generation ou Next Generation. Bon, j'ai du mal sur les titres, mais vous voyez très bien de quoi je parle. C'est fantastique. Enfin, j'ai pas vu encore le 2. L'original, en tout cas, est ce fantastique film d'animation Spider-Man, peut-être une des meilleures adaptations avec les Sam Raimi, en tout cas, du personnage en long métrage. Et de très loin une des meilleures adaptations récentes en tout cas d'un personnage de super-héros au cinéma. C'était super. Il y a la suite, donc du coup il vient de sortir il y a quelques jours. Moi je l'ai pas vu encore, j'ai hâte, j'irai la voir avec grand plaisir de toute façon, je pense. Je vous en parlerai peut-être éventuellement. Je vous en parlerai si je l'aime bien. Je pense que si je l'aime pas, je garderai ça pour moi parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, parce que tout le monde a l'air de trouver ça super et j'ai pas envie d'être rabat-joie sur ce truc là, parce que je me dis j'ai bien aimé le premier quand même, et ça me fait plaisir que des sommes colossales d'argent soient investies dans des projets artistiquement intéressants et pourtant complètement dans l'air du temps, ce qui est assez de l'ordre de la prouesse désormais, j'ai l'impression. Donc c'est une licence super cool, et c'est super cool ce qu'ils sont en train de faire avec. J'espère que ça va être aussi bien que le premier, et même si ça l'est pas, je suis quand même heureux que ça existe, quoi. Ça fait respirer, parce que moi j'ai pas du tout aimé notamment le dernier No Way Home. J'avais trouvé ça pas cool du tout, donc je suis content qu'il y ait ça qui existe. Et puis visuellement, de toute façon, quand bien même je suis pas fan du film, il est une évidence absolue, c'est que ce film va être absolument magnifique. Pourquoi va-t-il l'être? Pourquoi est-ce que je parle au futur alors que le truc est déjà sorti? C'est sûr que ce film est absolument sublime visuellement, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas, parce que le premier l'était. Merci à toi Ratos pour le sub, tu dis toujours un plaisir de t'écouter parler de cinéma, Karim, la bise à toi. C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Lou. Tu vas parler de Spidey Sub Stories. Non, même pas. Les retours sont dithyrambiques et mon paternel assez cinéphile a beaucoup aimé sans avoir vu le premier. Oui, ça m'étonne pas que. Mais c'est bien que ça existe, ça, quand même. Parce que c'est bien parce que pour le coup, c'est vraiment genre ça arrive à être. Enfin, c'est comme Everything Everywhere at Once. Ça fait plaisir que des trucs arrivent à être à la fois touchants, intéressants et en même temps complètement foufou et complètement barrés. Même les quelques craintes que j'avais et que j'ai exprimées, en fait, sont peut-être un peu connes. Je verrai en voyant le film, mais je trouve ça cool que ça existe. En tout cas, le premier est vraiment super. Du coup, je pensais éventuellement, peut-être avant de commencer à proprement parler le stream, avant de commencer, enfin, simplement de vous annoncer de quoi on va parler et d'en parler, je me suis dit, on peut faire un truc qu'on n'a pas fait depuis un moment finalement, c'est aller faire un petit tour sur YouTube, voir ce qui est sorti. On l'a déjà un peu fait parce qu'on avait mis la bande-annonce de Barbie, par contre, qui est un projet dont je me fous éperdument. Mais néanmoins, pour peut-être remettre la bande-annonce de Spider-Verse, éventuellement, ça peut être un truc intéressant. Et peut-être juste se balader et regarder. Alors, il y a aussi ça, moi, j'ai rien vu de Marvel The Spider-Man 2, alors que les deux jeux sont superbes. Ce sont deux jeux fantastiques que j'adore. Et donc, du coup, là, c'est la suite. Donc, je pense que ça va être génial et j'ai très envie de voir la gueule que ça aura. J'ai vu un truc, c'est ça. Est-ce que vous connaissez ça? C'est sorti il y a hyper longtemps, il y a 5 ans. Est-ce que vous connaissez Awaken Akira? Alors, c'est cette chaîne YouTube, Alt Creative Inc. Pour les fans d'Akira, ça fait plaisir. C'est un espèce de faux teaser, enfin de teaser d'ailleurs, d'un faux truc, qui est une espèce de version genre en mode remake live de Akira. Donc un peu à la Disney. Ça vend plus du rêve que les adaptations live de Disney. Mais en même temps, c'est bien que ça n'existe pas. Tu vois, mais par contre, le trailer, il claque. Mais c'est bien que ce ne soit pas un long métrage. Mais le trailer, il est carrément cool, parce que du coup, tu revois des plans un peu, une réadaptation de la bande dessinée. Je vais vous le mettre vite fait, c'est un peu rigolo. Et en plus, j'adore la musique, évidemment.
Voilà. Bah, c'est pas... Mais alors, moi je trouve ça cool. C'est un peu vraiment en mode fan film. Et c'est un rapport avec ce dont on va parler. Mais non, c'est pas un live action Akira, c'est un teaser pour un projet, quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des gens qui ont fait ça avec leur ordinateur chez eux. C'est la chaîne YouTube Big Up à eux, Alt Creative Inc. N'hésitez pas à aller leur laisser un message si vous avez trouvé ça joli. Moi, je trouve ça très joli. Je trouve que ça saisit bien un peu le feeling Akira, avec un truc un peu plus quand même synthwave, comment dire, racoleur, quoi. Mais qui fait plaisir quand même. Quand t'es un peu fan, c'est sympa. C'est bien que ce soit pas un film encore, c'est bien que ce soit pas tout un long métrage avec des modélisations 3D inexpressives. Surtout en plus, Akira, faudrait avoir des... Dieu nous préserve, franchement. Par pitié, si vous m'écoutez chez quelques studios américains que ce soit, si vous êtes les ayants droit du bordel, le revendez pas. Genre, ne faites pas ça. Faites pas un remake live d'Akira. C'est par pitié, enfin genre là pour le coup, bon après faites ce que vous voulez, c'est pas grave, ça enlève pas l'existence du premier pour autant, mais il y a rien à faire avec ça, ce n'est pas une idée, ça n'a aucune raison d'exister. L'animation est absolument superbe encore aujourd'hui, il y a rien à faire avec un Akira en version live, par pitié ne le faites pas. Faites un truc super tel que Police Academy, t'as envie de remaker Police Academy en 2024, c'est ça que t'as envie de faire, c'est pas Akira. Qui s'en soucie? Tout le monde s'en fiche, personne n'a envie de voir ça. Donc voilà, non, gardez ça pour vous, vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça. Tout ça pour dire que du coup, voilà, donc oui, c'était Spider-Verse que je voulais remater. On l'a déjà vu en stream ensemble, cette bande-annonce de Spider-Verse. Mais c'est avec plaisir que je la re-regarde. On avait vu celle-ci qui était la dernière, je crois qu'on n'avait même pas vu la première en fait. Un new trailer. On va remettre celle-là, même si on l'a déjà vu, c'est pas grave, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on l'avait déjà regardé du coup en stream, mais c'est fou, putain, mais c'est qui monte les bandes annonces les bandes annonces quoi. Est-ce qu'on peut discuter quand même du fait que t'es pas censé vraiment montrer absolument tout le film dans une bande annonce, t'es censé juste donner envie aux gens d'aller le voir. C'est quoi ce délire? Mais c'est des ouf quoi. Moi ils me rendent fou. Je comprends pas, c'est quoi le but du jeu en fait? C'est que genre les gens, est-ce qu'ils font en sorte que que les gens n'aient pas envie peut-être de regarder les bandes annonces, qu'ils se disent parce que là du coup c'est évidemment que là, tu te dis, bah non, je vais pas regarder ça, ça va gâcher le plaisir. Et en plus, ça n'a aucun intérêt, tu vois, de montrer autant de trucs. C'est des fous, quoi. Mais c'est des fous. Les monteurs, ce sont des malades. Alors, je ne dis pas les monteurs personnellement, bien sûr. Ce sont les directives qui leur sont données, parce que pour un film comme ça, bien sûr que nos amis de chez Sony Pictures Entertainment ont le contrôle total dessus. Mais putain, mais c'est arrêté, quoi. Genre, c'est bon, on va le voir, votre film, de toute façon. Tu pourrais couper la bande-annonce au milieu, on ira quand même voir le film. C'est fou, c'est hallucinant, Mais après, ça c'est un truc qui est pas du tout récent. Tu regardes les bandes annonces des années 50, et c'est le même truc, et je comprends pas. Je pense que les gens qui font les bandes annonces ont toujours pas compris, en 100 ans de cinéma, quoi, 130 ans de cinéma, ce que c'est qu'une bande annonce. C'est un truc de malade, mais d'accord. Bon bah donc on a vu quasiment tout le film, mais c'est pas grave parce que de toute façon il y aura plein de surprises. Bon effectivement la saga Spider-Verse que me dites-vous? Vous me dites plein de trucs. Est-ce que j'ai déjà donné mon avis sur Doctor Strange 2 de façon, ma foi, peu complète? Je le referai, je pense. Je rediscuterai Attends, qu'est-ce que tu dis? Une histoire d'histoire. Le remake de Police Academy, il stagne depuis qu'ils l'ont annoncé en 2016. Mais ils l'ont annoncé? Mais c'est pas dit qu'ils finiront pas par reprendre le projet. Ils l'avaient re-annoncé en 2019, puis en 2022. Mais ça, ça va arriver, ça va arriver. Brace yourself, ça va arriver. Ça va complètement se produire. On va avoir un vrai remake 2024 de Police Academy. Ça va être à la fois, ça va être méta, mais on va faire des blagues sur le fait qu'on est dans un Police Academy, on va le tourner en dérision, mais il va y avoir des grandes séquences d'émotion quand même entre les personnages. Et ça va être un grand moment de l'histoire du cinéma. Ça va être le moment où on va se dire c'est bon. On a vraiment fait... Tu sais, quand tu tires la chasse et que la merde tourne, mais qu'elle descend pas. Elle a juste fait un tour complet. Et là, on est à la révolution complète de la merde. On est sur un truc à 360 degrés de la merde dans les chiottes, quoi. C'est terrible, hein. C'est ça, le flotteur, voilà, comme on l'appelle. C'est ça, le cinéma, c'est le flotteur. Alors, putain, ça va être incroyable. Mais moi, je vais aller voir au cinéma, je vais aller à l'avant-première. Je vais aller grave à l'avant-première de ce truc de ouf, quoi. Ouais. Bien sûr qu'il faut faire un remake de Police Academy. C'est ça, vraiment le truc que tous les gens attendent.
Moi, je veux assister à leurs réunions, à ces gens-là. Je veux vraiment aller dans leur bureau et en haut de leur tour, tu vois, de là où ils sont en train de discuter de qu'est-ce qui nous reste. Le fond des chiottes, quoi. Les mecs, ils sont en train de démonter la plomberie et tout. Ils raclent le fond des trucs, ils y vont à fond sur le débouche chiotte. Vas-y, ça va sortir! Ça va sortir! C'est bon, il en reste. C'est fou. Il y a plus bientôt. Moi j'ai de plus en plus de mal à trouver une licence des années 80-90 qui est pas été refaite quoi. Ça commence à devenir compliqué. C'est un problème. C'est un problème. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai regardé le début du dessin animé Gremlins hier et ouais, c'est pas fou. Ils l'ont sorti. Putain. Rambo. Non, mais Rambo, ça continue. Il y a Rambo, ça continue. C'est encore un truc, une licence de l'ère moderne. Le dernier Rambo date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais tu vas voir, dans pas longtemps, Rambo va avoir son Creed. Ça va se produire. Hein. Il n'y a pas de problème. Ces références obscures de merde dans les chiottes. Non, mais oui, mais c'est Police Academy. Hein. Le jour où ils feront un remake de Princess Bride, ça sera la fin de l'humanité. Ça va exploser de toute façon. À un moment, ça va vraiment exploser. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Alors, Dieu merci, effectivement, parfois ça réussit, et parfois des films comme Across the Spider-Verse, qui sont des films vertigineux de métatexte, dégoulinants de post-modernisme, de métamodernisme, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais qui sont parfois réussissent, voilà. Réussissent à peu près ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire utiliser la culture populaire et la culture tout court comme une toile de fond, un terreau sur lequel ils peuvent rebondir pour véhiculer des émotions qui fonctionnent plutôt bien. Donc ça, c'est cool. C'est vachement dur à faire en fait. C'est pour ça que c'est très surprenant quand ils y arrivent. Et c'est pour ça en fait que ça c'est cool. Parce que ils arrivent à ne pas... Enfin, dans le premier, hein, j'ai pas vu encore une fois le 2. C'est pas une critique du 2, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Enfin si, je sais tout ce qu'il va y avoir dedans parce que j'ai vu la bande-annonce, mais je sais pas vraiment à quoi le film va ressembler. Mais en tout cas, dans le premier, il y avait cette réussite qu'ont les meilleures œuvres de ce style-là, à savoir peut-être les premières saisons de Community, le Lego Movie, Spider-Verse et quelques autres, quoi, Everything Everywhere All at Once. C'est-à-dire la réussite de tout tourner en dérision, mais pour autant de réussir à créer une forme d'émotion un peu sincère et réelle. Ou le précurseur de ça pourrait être éventuellement Kill Bill. C'est ce genre de truc, ce genre de réussite, même si je préfère Kill Bill à tout ce que je viens de citer. C'est quand même cool de voir que parfois ça marche. Parfois ça marche et là j'espère que ça marchera tout autant que dans le premier en tout cas. Et du coup c'est un bon prétexte pour continuer à parler de ce personnage qui a été, je pense... essoré dans tous les sens. C'est d'autant plus surprenant parce que c'est vraiment très compliqué de faire un truc Spider-Man qui ait l'air un peu nouveau, quoi. Ils sont partis sur ça. Après, le délire du multivers est vraiment, c'est dans l'air du temps, hein, c'est à la mode, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui essaye de surfer sur des trucs qui fonctionnent. Mais je sais pas comment. Alors un jour, je ferai une analyse des films, en fait, mais vraiment plan par plan pour essayer de comprendre comment ils font pour pas que je trouve ça ridicule en fait quand les personnages sont confrontés à des problèmes et du coup ça a réussi à être émouvant malgré la débauche de stimuli qui foutrait la chiasse à Baudrillard mais de ouf mais qui fonctionne quoi et même de façon je sais pas il y a vraiment un trop plein qui est complètement assumé ils ont tous les effets possibles et imaginables dans le même cadre. Tu peux pas regarder où que ce soit dans l'image sans que tes yeux explosent, quoi. Mais ça arrive à être vraiment touchant. Alors, en tout cas, sur moi, ça fonctionne. Et c'est un peu un tour de force qu'ils avaient réussi, je trouve, avec le premier. Donc, j'espère que le 2 va être du niveau du premier. Et ça me réjouit de voir que des gens réussissent à faire ça, quoi. Mais bon. Alors, le premier Spider-Verse, il y a de l'autodérision qui parle aussi d'un thème sérieux sans tomber dans l'autodérision over the top, type les blagues de Bad Boys, le jeu sans intérêt. Ouais, mais ça, après, ça, c'est l'air du temps. C'est-à-dire que l'air du temps est plus au cynisme total. C'est plus les premiers Tarantino ou quelques trucs de cette époque-là. C'est plus juste vraiment du sarcasme et de l'ironie. Maintenant, c'est un truc qui essaye systématiquement, en fait, d'alterner entre de l'ironie et des grandes émotions, du mélodrame presque. C'est ça le style du cinéma populaire à la mode depuis une quinzaine d'années peut-être. Depuis Kill Bill,
depuis le début des années 2000, quoi. Mais qui était en gestation pendant super longtemps et là qui explose de façon complètement hallucinante avec notamment les Gardiens de la Galaxie, enfin globalement le MCU qui a fait péter ça de façon complètement démesurée et qui en a fait une marque de fabrique, mais pour le coup je trouve raté en fait de l'ère moderne. Même si il y a certains films que je trouve sympas dans le MCU, mais où je trouve ça fonctionne plus quoi, et, où l'excroissance monstrueuse de ça serait Suicide Squad quoi, où là ça a été le premier, je veux dire. Ça a été vraiment torturé comme film. C'est le truc à la James Gunn. Voilà, les délires de ou à la Taika Waititi, les délires de à la fois on se prend vraiment pas du tout au sérieux, mais en même temps on veut le beurre et l'argent du beurre, et on veut que les gens puissent dire quand même que nos films sont émouvants, même s'il y a aucun enjeu dedans. En fait, c'est ça, c'est le syndrome actuel de la endgamerie, comme on l'appelle. C'est-à-dire que tout le monde sait que tout est artificiel, mais tant qu'on montre un gros plan sur un personnage qui pleure, on fait semblant de croire que c'est touchant. Mais dans ce truc-là, très à la mode, il y a certaines œuvres, et notamment Everything Everywhere at Once, et notamment Spider-Verse, qui arrivent à surnager comme ça et à être des vrais moments je trouve où tout marche vraiment très très bien, où ça arrive à être drôle à chaque fois que ça veut l'être. Euh, Même si là, il y a un plan qui me fait peur. Hein. Je l'ai noté lors du premier truc, c'est vraiment le plan... Est-ce que c'est toi qui là est vraiment trop... Bon, on verra quoi, mais... Everything, c'était insupportable. Non, moi j'ai trouvé ça réussi. J'ai trouvé que c'était cool. Mais après, je comprends que ça énerve aussi. Hein. Tu sais, il y a un côté un peu horripilant. Hein. Il y a un côté un peu je sais tout, un peu. Moi, le moment de ratage le plus pété par rapport à ça, c'est que je pense que c'est quand même Matrix 4. Matrix 4, c'est le moment où j'ai fait. Là, ça ne marche pas du tout. En tout cas, pour moi, hein, ça ne marche pas du tout à aucun moment. Il n'y a aucun instant où ça peut fonctionner de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire que là, les deux sont ratés. C'est le côté méta, rigolo, sarcastique, dérision est complètement aux chiottes, et le côté émouvant, grand sentiment est aux toilettes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réussi là-dedans. Mais je trouve que Everything Everywhere, il y a ce truc-là, qui en plus doit beaucoup à Matrix, hein. Mais il y a ce côté où là, ça va, ça fonctionne. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Matrix 4, je l'ai vu la semaine dernière. Après, c'est cool, hein, mais moi, bon. Golden Voyager qui dit tellement la scène des scénaristes qui brainstorm. Ouais, alors, c'est quoi Matrix 4? Stop it, ouais, non, mais ça, c'était pas possible. Arrête avec les toilettes. Oui, pardon. La fausse sceptique, je peux. Non, j'ai pas encore vu la vidéo de y penser. Le film dit qu'on est des cons d'avoir aimé le premier. Ouais, ouais. Dans 4 ans, on sera tous en overdose du multivers. Moi, je le suis un petit peu. Hein. Il n'y a que ce type de film. Il y a quelques exceptions, dont les Spider-Verse, où ça va. Hein. Mais sinon, tout le reste, maintenant, je trouve ça effroyable. Mais effroyable. Je trouve que c'est vraiment la solution de facilité la plus nulle de tous les temps, la plus servile, genre la plus marketing compatible que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, on me dit, Joe, 84-87, je te jure, avec une bonne analyse au préalable, ça passe. Non, vraiment. Je te jure, moi, Matrix 4, je pense avoir vraiment compris hein, ce qui était dit dans Matrix 4. C'est juste, moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est genre. Vraiment, c'est pas possible. Moi, je peux pas voir des films qui sont faits par des gens qui aiment pas vraiment les films, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais. Et c'est. Enfin, non, c'est pas possible. Bah, il y avait, comment dire, il y avait. Non, je pense qu'il parlait d'une analyse du film, pas d'une analyse. Bah, en fait, c'est le problème, c'est qu'avec un truc comme le multivers, et Dieu sait que je le sais, parce que j'étais précurseur hein, des multivers, bon, après Sliders, mais avant le MCU. Mais en fait, c'est que il n'y a pas d'enjeu. Du coup, bah, c'est ça le problème, c'est qu'après tu dois te battre avec des enjeux, et du coup, tout ce que tu peux faire surgir de ça, c'est de l'émotion superficielle, juste épidermique, quoi. Tu peux juste mettre des personnages qui pleurent en gros plan, et donc espérer que ça se soit communiqué par l'acteur. Mais moi, je comprends très bien ce que vraiment. Hein, Matrix 4, il n'y a pas de. C'est genre. Matrix 4, c'est plus simple à comprendre que Matrix 1, tu vois. Genre, Matrix 4, c'est vraiment. Il n'y a rien. C'est un enfer. C'est un enfer sur Terre, quoi.
Ah, Matrix 4, c'est vraiment... c'est l'aboutissement de tout ce que j'avais peur, en fait, qu'allait devenir le cinéma... genre une espèce de... Tu sais, c'est ce que quand tu... En fait, à la fin début des années 2000, tu disais, putain, j'espère que le cinéma sera pas Matrix 4 un jour. Parce que je vois la direction, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais j'aimerais vraiment que ce soit pas Matrix 4 le cinéma, quoi. Et moi, en fait, il y a un truc où c'est vraiment le. Je pense qu'il y a des cures d'humilité en fait à donner aux gens qui font les films, aux studios, comme aux réalisateurs, comme aux scénaristes et tout. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils redescendent. Genre à un moment, faut vraiment faut qu'ils lisent faut qu'ils écoutent Cimino et Fleischer et des gens et John Ford ou des. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être. Mais genre, il faut qu'ils redescendent. Vraiment, genre, c'est pas possible. Et à un moment où tu fais, mais tu sais, moi, j'adore le cinéma. C'est grâce à vous que j'adore le cinéma, mais redescendez quoi, ça va. C'est genre à un moment, vous n'avez pas vraiment compris la fabrique de l'existence. C'est pas vrai, pour de vrai, c'est pas vraiment ça en fait. Vous êtes pas là, vous avez pas acquis une autre forme de conscience. C'est pas parce que t'as pris un peu de DMT une fois en 99, tu vois que c'est arrêté. Genre c'est bon, on a compris, tu sais, genre redescendez et tout. Il y a plein de, tu vois, genre. C'est insupportable. Ce mood là, ce délire c'est insupportable. Ah, parce qu'en plus, c'est après Space Jam 2. Tiens, si encore... Parce que Matrix 4, en 2004, c'est intéressant. Genre, c'est avant-gardiste et c'est au moins un peu risqué. Mais post-Space Jam 2 et post-Tic et Tac, et tu vois, c'est pas possible. Stop. Tu vois, genre, stop, on est tous des êtres humains et tout. Stop, tu vois. On se calme. Ça va, quoi. Genre, tu vois, Matrix 4, franchement, en vrai de vrai, hein, l'impression que j'ai eue en allant voir le film, ma parole, c'est genre, c'est samedi matin. Tu vas au marché, il fait beau. Tu te dis, tiens, je vais faire le marché. Tu vas faire le marché. Tu es en train de te balader dans le marché. Il y a un mec, il a un tract. Il vient vers toi avec un tract. Il fait, tiens, bah voilà, moi je suis magicien. En fait, et je donne un spectacle ce soir, un petit spectacle de magie. Est-ce que ça te dirait de venir? Tu prends le flyer, tu fais, bah. Et tu fais, ah putain, mais oui, la magie, j'adorais ça, la magie. C'est vrai que la magie, c'était cool quand j'étais jeune et tout. J'étais hyper fan de magie. J'irais bien voir un petit spectacle de magie là ce soir. Ouais, et donc, du coup, t'avais une soirée. Bon, t'appelles les gens, tu décommandes. Tu dis, bah non, en fait, je suis désolé, mais j'ai un spectacle de magie. Ton pote, il te fait, ah ouais, bah tiens, moi aussi, j'ai envie de voir de la magie. Tiens, ça fait longtemps, j'adore ça, la magie. Viens, on y va. Il vient avec toi. Donc la soirée est annulée, tu vas voir un spectacle de magie, tu es avec ton flyer, tu payes pour aller voir un spectacle de magie, tu t'assois dans une salle qui ressemble à une salle de spectacle tout à fait normale, les rideaux s'ouvrent, il y a un mec qui est habillé en magicien avec un chapeau de forme, tout l'attirail du magicien, le plus cliché de l'histoire de la magie, et il est là, il te fait, mais vous croyez vraiment en la magie? Bande de trous du cul? Vous êtes là, comme ça, assis, à croire que la magie existe? Non mais, wake up. Wake up. Tout ça, c'est des fabrications, bande de tocards. La magie n'a jamais existé. La magie, c'est pour les bouffons, bande de losers. Eh toi, va te faire foutre. Eh toi, allez tous vous faire foutre, bande de bouffons. Et qui se met à péter. Il se met à péter soudainement, tu sais, comme ça, à faire, ouais, mais moi, Et au milieu de son spectacle de magie, parce qu'il continue à dire, il fait, ah, vous croyez que c'est de la magie? Vous devriez lire Baudrillard. Parce que moi, j'ai bien compris ce que c'était que la magie. Tiens, choisis une carte. Et tu fais, bah, je vais prendre celle-là. Et il fait, ah, c'est un as de pique. Et c'est un roi de cœur. Parce qu'il est même pas foutu de faire marcher un tour de magie de base, en fait. Le truc où t'as. Mais il y a un truc. Moi, et après, tu te tournes autour de toi et il y a des gens qui sont là à te dire mais c'est n'importe quoi. Enfin, tout le monde peut le faire. C'est absolument n'importe quoi. C'est complètement dans l'air du temps des trucs nuls que tu vois à l'époque. Et t'as quand même quelques personnes qui te font putain, c'est waouh, c'est avant-gardiste quand même pour un spectacle de magie. Moi, il y a un moment où t'as envie de leur dire si vous croyez en rien des trucs, mais faites pas ça en fait. Faites autre chose. C'est terrible. Matrix 4, c'est terrible. Mais ça, c'est vraiment symptomatique du délire du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où tu as envie de leur rappeler, de leur dire, mais en fait, on va au cinéma parce que vraiment, on aime bien le cinéma et on y croit. Genre, c'est vrai. Parce que sinon, on n'irait pas. Sinon, on serait là comme des cons sur des réseaux sociaux. Genre là, je trouve ça complètement fou. Mais il y a un cynisme en plus qui est dingue parce que ça, dans le cadre d'un magicien indépendant, tu vois, un peu expérimental, tu vois, qui fait juste quelques trucs qui sont diffusés vaguement au Palais de Tokyo dans des écrans chelous. Pourquoi pas? Je veux dire, ça peut être intéressant. Mais là, le spectacle de magie, c'est Garcimore, c'est les blockbusters des spectacles de magie. Tu vois, le truc est vendu, c'est une multi-licence. Ils vont sortir produits dérivés sur produits dérivés de trucs, de machins. Je trouve ça, mais d'un cynisme hallucinant, quoi. Et post-Space Jam 2. C'est-à-dire que tout ce qui est dit, enfin, je trouve ça fou. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça hallucinant. Mais alors du coup, Spider-Man, donc ce personnage,
qui est beaucoup plus intéressant. Après, il y a... Enfin, c'est bon. Space Jam 2 est un meilleur film que Matrix 4. J'irai pas jusque là, j'ai détesté Space Jam 2. Hein. Vraiment, je suis sûr que c'est une horreur aussi. Mais au moins, c'est pas la suite de Matrix. Moi, quand j'ai vu Matrix 4, je me suis dit... Parce que, en fait, quand Matrix est sorti, je me souviens très bien, genre, la plupart des gens étaient plutôt dithyrambiques sur Matrix. Moi, le premier, je trouvais ça génial. Je l'ai vu au cinéma, je trouvais ça fantastique. Mais il y avait des gens qui disaient, mais ça se la pète. Et en fait, c'est pas si malin que ça. Et je leur disais, mais n'importe quoi, vous n'avez pas compris, ça utilise justement, c'était pré-Kill Bill, c'était avant les années 2000, avant, il y avait ce truc-là un petit peu, tiens, là, t'avais l'impression de voir un peu l'avenir non seulement du cinéma, et de l'utilisation des signes de la pop culture comme créant des personnages et de l'émotion. Genre, il y avait ce truc-là un peu actuel, quoi, déjà dans Matrix, en fait. Donc tu disais, mais non, mais en fait, t'as pas compris, il y a un truc que t'as pas compris. Et en voyant Matrix 4, je me suis dit, mais en fait, peut-être que ces gens-là avaient vraiment raison. Peut-être que c'est moi qui, en voyant Matrix, je me suis fait tout un délire dans ma tête, mais qui n'était pas du tout dans le film. Que en fait, c'était un hasard total. Vraiment, qu'il y avait un truc qui avait une prétention, une suffisance que juste j'avais pas capté en voyant le film. Que ça a jamais été un truc qui appréciait en fait le cinéma de kung-fu et comment dire. Peut-être que juste ça se servait en fait de la pop culture pour faire un truc qui se la raconte à balle. Je sais pas en fait. Mais en voyant le truc, en voyant Matrix 4, je me suis dit putain, en fait peut-être j'aime pas Matrix, mais je m'en rendais pas compte. Donc, merci, finalement, Matrix 4, peut-être pour m'avoir fait prendre, mais après, je les ai pas revus. Faudrait que je les revoie. Mais si c'est ça, tu vois, si juste Matrix, c'est une version cheapos de Baudrillard avec des acteurs outrés qui jouent n'importe comment et des scènes d'action, des enfers filmés à l'arrache. Mais en fait, je m'en fous. Je préfère regarder vraiment genre la 36e chambre de Shaolin. Hein. C'est beaucoup plus intéressant. Et je préfère regarder Kill Bill, en fait, dans un très bon exemple de ce que ça peut donner en mode ah bah là, on prend les choses au sérieux. Là, quand on fait un plan, on y croit, quoi. On croit vraiment au fait que... c'est-à-dire qu'il y a Kill Bill, on pourrait faire un reproche un peu similaire en disant bah du coup c'est un patchwork d'un milliard de trucs mais en fait dans Kill Bill c'est vraiment genre ça te montre que le truc croit tellement au cinéma, au pouvoir évocateur de l'art du cinéma quoi, que il le fait prendre forme dans son film, dans le sens où quand les personnages traversent des trucs horribles, ils utilisent le cinéma quoi pour s'en sortir. Genre tu te retrouves bloqué dans un film d'horreur, donc t'es enfermé dans une tombe et tu peux pas t'en sortir, tu peux faire appel en fait au cinéma de kung-fu et au western, parce que du coup t'as la musique de Il Mercenario par-dessus quoi, mais tu peux faire appel à ça quoi pour te sortir de tes problèmes. Il y a une vraie confiance en l'art du cinéma quoi. Il y a un truc où c'est ça le cœur du film. Moi, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est un joli film de cinéphile. Moi, ça m'intéresse pas en fait de voir des films de. Moi, franchement, si on m'avait dit que j'allais un jour payer pour voir un film Matrix qui m'insulte parce que j'aime bien Matrix, genre, c'est hallucinant pour moi. C'est vraiment. Il y a un point de non-retour de malade avec ce truc-là. Faut pas se laisser avoir par ça. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que du coup, Spider-Verse, c'est vachement mieux que Matrix 4 dans le même délire. Hein. C'est-à-dire dans un délire... faut pas que j'utilise trop métamoderne, mais dans le délire, comment dire, à la fois émouvant et en même temps complètement, j'allais dire, épidermique, hyper généreux en termes de ce que ça t'envoie sur la gueule, en termes de divertissement, qui va pomper ses influences un peu partout. Spider-Verse, c'est quand même autrement plus intéressant que Matrix 4. Et donc, n'hésitez pas à aller voir le premier si vous ne l'avez pas encore vu, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu, parce que tout le monde l'a vu. Et n'hésitez pas à voir le second, d'ailleurs, parce que c'est avec plaisir que j'irai le voir aussi, même si je ne l'ai pas vu. Voilà. Maintenant, on va pouvoir discuter de... Il t'insulte pour avoir aimé le 2 et le 3, pourquoi pas après tout. Mais même le 1. Allez, alors... J'allais dire qu'aujourd'hui, du coup, on va parler de la licence Spider-Man au travers du premier film live adapté du personnage, à ma connaissance en tout cas. Peut-être y a-t-il avant, mais moi je connais ça comme le premier. Alors,
Alors après, on fera peut-être un truc, on va voir ce qu'on fera après. Mais déjà, je vais commencer par ça. Donc, Spider-Man, c'est un personnage qui a été créé au début des années 60, si je m'abuse, je crois que c'est 62, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là, qui est très vite devenu un des personnages les plus populaires de Marvel. Du courant des années 60, c'est déjà devenu un truc hyper important dans leur portfolio. Et du coup, ça a très vite commencé à être adapté. Déjà, évidemment, en série d'animation. La première occurrence de ça, je crois, à ma connaissance aussi, je pense pas qu'il y ait eu ça avant. Peut-être a-t-il fait des apparitions dans d'autres séries, mais en tout cas, le gros départ de Spider-Man, c'est en 67, au travers de la série d'animation. Je les ai mis de côté, donc peut-être, si jamais on s'ennuie un petit peu et tout, on pourra regarder éventuellement genre 1 ou 2 épisodes de cette série, qui est très intéressante, et il y a plein de choses à dire au sujet de cette série animée. Mais donc c'est de l'animation. Moi je voulais parler surtout du premier film live. En 62 dans le comics Amazing Fantasy à la base, oui, et très vite il a eu sa propre saga, Amazing Spider-Man. Et du coup, paradoxalement, Spider-Man est ultra méta et quatrième mur, mais le moins chiant, cette vague méta qu'on a non-stop maintenant. Tu parles de Spider-Verse LA? Oui, c'est ce que je dis, ouais. C'est que lui il réussit vraiment. Parce que, en fait, je pense que au cœur de Spider-Verse, il y a un sincère amour pour le personnage de Spider-Man et pour le fait qu'il ait l'importance qu'il a dans la pop culture aussi. C'est un truc assez... Ce qu'ils ne comprennent pas dans No Way Home et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, parce que No Way Home, ils essayent de faire juste l'illustration d'un mème internet, quoi. Ils essayent pas vraiment de construire un truc autour de ce personnage. Ce qui fait que moi, Spider-Verse, c'est savoureux à regarder pour moi, parce que j'adore le personnage dans plein d'incarnations de l'histoire qu'il a eu. Parce qu'en fait, Spider-Man, c'est un personnage qui a été plutôt très bien traité. Globalement, il y a eu des merdes, hein, mais globalement, c'est vrai que c'est un personnage qui s'en sort souvent avec les honneurs, que ce soit au cinéma, parce que les Sam Raimi sont quand même, je trouve assez fantastiques. Le 3, moi je l'aime pas, mais bon, c'est pas très grave à la limite, c'est juste presque personnel. Moi, il y a des gens qui défendent le 3, hein, et à la limite, je comprends ce qu'ils défendent dans le 3, parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants. J'adore l'arc de Sandman, il est super dans le 3. Mais en fait, et puis il y a des plans incroyables dans le 3 aussi. Mais il a bien été traité chez Sam Raimi. Moi, je trouve que Far From Home, il y a des trucs intéressants. Je trouve que même dans Homecoming, il y a des trucs intéressants. Je trouve que je pourrais sauver 1 ou 2 trucs dans No Way Home aussi, même si c'est un film que j'aime pas trop. Mais il y a quand même, c'est jamais des merdes totales. Et quand c'en est, bon bah voilà, c'est pas grave et c'est la vie. Mais ça a aussi bien été traité en jeu vidéo. Il y a eu les Spider-Man Sony récents là qui sont fantastiques. Il y a eu le jeu d'arcade est super, je l'avais fait. Le jeu PlayStation 1 est super, je l'avais fait aussi. Les adaptations des films de Sam Raimi sont aussi super. Enfin, c'est un personnage qui se trouve a été très bien traité au fil du temps. Et c'est vraiment réjouissant pour quelqu'un, parce que c'est un pur produit de la pop culture américaine, et c'est vraiment dans ce que ça a de plus populaire et fédérateur en fait, Spider-Man. Et c'est réjouissant en fait de voir ce que c'est devenu, et de voir que du coup c'est presque un hommage à l'idée d'un Spider-Man, quoi, les Spider-Verse. Donc c'est vraiment super. Mais la première adaptation en fait qui a été faite en live, en fait, à ma connaissance, en tout cas, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, et c'est un court-métrage. Donc c'est pour ça qu'on peut le regarder en entier, ça a été très court. C'est pas un court-métrage officiel, c'est un fan-film. C'est un fan-film qui date de 1969. Donc nettement avant le film qui est connu pour être un peu le premier, mais qui n'est pas vraiment un film, qui est le pilote rallongé d'une série télé qui date de 77, donc presque 10 ans après. Donc là, on est vraiment au balbutiement du personnage de Spider-Man joué par un acteur. Et c'est hyper intéressant, je pense, à regarder. Alors voilà, bon, c'est un film assez court où il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est plus une espèce de clin d'œil, de truc. Mais en tout cas, ça existe. C'était pour vous montrer que ça existe. Non, c'est pas la version japonaise qui sort après, c'est pas la version des années 70. C'est vraiment un fan-film pur. C'est pas un des premiers fan-films. Alors non, ça dépend ce que tu entends par fan-film. Le réalisateur, je sais, on a fait d'autres, et il en a fait d'autres avant. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je vais vous le retrouver. Je l'ai sous les yeux, donc je peux regarder d'ailleurs comment il s'appelle, ce réalisateur. C'est un mec qui a beaucoup fait de films amateurs. Il s'appelle Don Glutt. Don Glutt. Il a fait un tas de fan-films et de courts-métrages amateurs pour 3 francs 6 sous dans les années, dans les années 60. Je crois même qu'il a commencé avant. Donc c'est vraiment un mec qui était là il y a longtemps. Et il y a des fan-films, il y en a depuis les années 20-30 en fait. Mais alors, c'est sûrement un des premiers fan-films de super-héros. Et Don Glutt est probablement un des premiers réalisateurs à s'intéresser à faire des fan-films inspirés de super-héros, ce qui est devenu presque un leitmotiv, quelque chose de très commun dans les années 90, même 2000, de faire des fan-films sur des super-héros, quoi. C'est vraiment un truc même... je sais même pas combien il y en a des centaines, j'imagine, mais à l'époque, c'était quand même un truc relativement nouveau.
Il y a le premier, oui, 77, c'est le premier film officiel Spider-Man, mais c'est un téléfilm à la fin. C'est un téléfilm. Non, c'est pas un téléfilm. Il est sorti un peu au cinéma, mais en fait, c'est un pilote d'une série télé qui du coup a été rallongée pour en faire un film. Mais c'est pas un film. Et puis globalement, de toute façon, c'est 77, donc ça sort longtemps après ce qu'on va regarder aujourd'hui, qui date de 69. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas, de découvrir ce truc-là en ma compagnie. J'ai mon interface absolument magnifique, comme vous pouvez le constater. Alors ça, c'est le générique, mais ça commence un peu avant. Clac, clac, j'ai mon Jog Shadow, parce que je suis un monteur, sous les doigts, et on va pouvoir regarder ça. Je regarde juste si le son fonctionne. Oui, ça marche. Well, looks like I got my next job all cut out for me. Spider-Man, c'est un peu cool ou pas? Alors, je vous le dis, moi j'ai regardé vite fait. Je trouve ça hyper cool. Alors, je vous expliquerai petit à petit peut-être pourquoi je trouve ça hyper cool, mais je trouve ça hyper cool. Donc c'est un pur film complètement amateur. Évidemment, il ne s'agit pas de le comparer à quelque forme de production officielle, machin avec des thunes derrière. C'est un truc qui est fait par un mec et 2-3 potes, visiblement. Ils ont réussi à choper un costume, c'est 69. C'est-à-dire que c'est juste un tout petit peu après la série animée, et c'est quelques années finalement, genre c'est 7 ans après l'invention du personnage. Il n'avait pas... voilà, c'est le tout début de la toute base de ça, et je trouve ça vraiment mortel. Et vous voyez déjà qu'il s'est posé toutes les questions, je pense, qu'il fallait se poser sur comment mettre en scène le personnage de Spider-Man, et il essaie d'y répondre avec les moyens du bord. Donc c'est très intéressant. Il y a déjà un mélange de techniques, quoi. On en reparlera après. Je vous précise juste que apparemment la figurine qu'il a utilisée, c'est une figurine qui est très collector aujourd'hui, et je pense qu'elle est très chère et très dure à trouver. Voilà. Vous voyez pas bien, mais c'est le Daily Bugle, parce qu'il y a écrit Daily Bugle sur une feuille qu'ils ont collée sur ce truc. Je vous précise aussi que la personne qui joue Spider-Man est le réalisateur Don Bluth, j'ai déjà oublié son blaze. There's enough evidence here to convict Dr. Lightning. Tape recordings, photographs, journals. But why are you so interested in Dr. Lightning? I'm Dr. Lightning's daughter. Ever since my father was disfigured in that electrical fire, he's been mad. By exposing him, he might return to his senses. I see. Okay, we'll be glad to run the story in the bureau. Hold it! It's Rekoff, my father's henchman. So you recognize me, huh? Okay, you put all this stuff into the attaché case. And no funny business if you want to live. All right, sister, come on with me. What are you doing? What are you doing? Now, come on, sister. We gotta get going. My spider sense is acting like crazy. Voilà. Donc cette première scène... Alors, ils disent que le noir meurt en premier, c'est non. Parce que on est dans un Spider-Man, les amis. Les gentils ne meurent pas dans les Spider-Man. Il va évidemment se relever, il est à peine blessé. Mais en tout cas, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a ce petit setup. C'était à une époque où, en fait, le seul... Alors, je dis peut-être une connerie. Non, c'était pas une époque. Mais c'est une époque où il y avait un personnage... Putain, j'ai oublié son blaze. Elle est aussi dans la série animée de 67. Mais l'intérêt amoureux un peu de Peter Parker, en tout cas, c'est une meuf qui travaille au Daily Bugle. Il n'y a pas Mary Jane et Gwen Stacy
aussi était pas forcément très importante à l'époque, ou peut-être que si. Putain, faudrait que je reprenne, je sais plus exactement, faudrait que je reprenne les BD pour dire ça. Mais du coup, Betty Brant. Je crois que c'est tout à fait Betty Brant, que vous allez retrouver dans la série animée qu'on regardera un petit peu après parce que merde, parce que c'est la vie quoi. One thing. Trouble. Okay, Spidey, do your stuff. C'est génial. Get going. Don't try to scream, or innocent people might get shot. La musique est mortelle, je sais pas d'où elle vient, mais elle est mortelle. The old man will be grinning through his steel mask when he sees his daughter coming back. Là, on peut constater quand même qu'il y avait en termes de lumière, il y avait pas de budget quoi. Donc du coup, quand il y a de la lumière de dehors, tu choisis soit t'exposes pour que tu vois les gens, soit t'exposes pour que tu vois le fond. Ils ont fait le choix des briques. Spider. Alors, cette technique était assez commune à l'époque, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils essayent un peu tout ce qu'ils peuvent pour mettre en scène ça correctement. Et il y a quand même cette idée que c'est une bande dessinée à la base. C'est en fait plutôt graphique. Je vous préviens, après ce court-métrage, on en regardera un autre qui date de bien après. Mais en fait, tout ce que je suis en train de faire là est lié à quelque chose dont je parle en ce moment beaucoup en live. Even Donc, more. Somebody at the bugle's in danger. pardon, c'est vrai que oui, vous me demandez, mais je vous ai pas précisé. Mais évidemment, la caméra est au sol et la caméra est tiltée pour que du coup le sol ait l'air d'être le mur et le mec marque comme dans Batman des années 60, qui est, je pense, une des références quand même évidentes de comment filmer des super-héros dans les années 60. Randy. Randy. Are you okay? Spider-Man, it's just my shoulder. What I'll be all right. What happened here? Dr. Lightning's daughter, kidnapped. But she dropped a map. A map. So this cave is Dr. Lining's hideout, eh? I know where that is. Sit tight, Randy, and call a doc. I'm going after him. J'adore. Je trouve ça hyper cool. Je trouve que c'est peut-être mieux que genre Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. J'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup l'ambiance en fait, que je trouve hyper rigolote. J'aime beaucoup les idées en fait qu'il y a de trucs de mise en scène. Là quand même il y a ce plan qui est très graphique avec le méchant donc qui est Dr. Lightning, qui va vous faire penser forcément à un autre méchant, non pas de Spider-Man mais un autre méchant de l'univers Marvel, qui a son pistolet et tout. Alors je sais pas si, parce que je suis désolé j'ai pas les sous-titres, mais du coup je sais pas si vous avez compris le scénar, mais en gros la meuf qui travaille au Daily Bugle, faites ce que vous voulez de cette information. C'est la fille du Dr. Lightning, qui du coup est le méchant de Spider-Man de cette aventure. Et il y a cette idée de mise en scène un peu cool aussi. On le voit s'envoler. On voit qu'il y a des passants comme ça qui le filment en fait, si je comprends bien. Je crois qu'il le filme. C'est un peu cool. Pardon, il y a le bug son, donc je mets pause. Aussi, le film a été tourné. Alors le Daily Bugle que vous avez vu au début, c'est en fait l'appartement du réalisateur. Et là, c'est je sais plus où c'est. En plus, je m'étais renseigné sur où c'était tourné, mais c'est pas loin de chez lui. c'est pas très loin de chez lui. Voilà, je pense que là, j'espère que le bug son va être terminé. En tout cas, là, on voit l'arrivée du méchant, qui déjà, à mon avis, vous fait penser à quelque chose. You almost caught me unprepared. Unmasked.
And you know how I detest being viewed without my mask. Bronson Canyon, absolument. Raw flesh and bone is not an attractive sight. But, C'est vrai qu'en fait, alors moi évidemment j'ai Docteur Fatalist, j'ai Docteur Doom en tête bien sûr quand je vois ça, mais maintenant que vous le dites, il y a un peu de Fantomas aussi. Il y a carrément un peu de Fantomas. daughter has returned to her father. Come, my child. Oh, you're no father of mine. Then the world shall pay for this. Ça se prononce Bugle, mais t'as raison je crois, petite futée, ça se prononce Bugle. Vous voyez très bien de quoi je parle. Be seated, my dear. Sure, creep. Hope they don't mind old Spidey hanging around for a while. Rakov, I plan to show the world the true power of Dr. Lightning, destroying all that stands in my way of conquest. We'll start by destroying the Daily Bugle, the paper which chose to say that I was mad. Follow me. Come along there, girlie. Get your ham hocks off me, pig. I'll show the human race the consequences in calling me, Dr. Lightning, mad. Il y a un feeling de ouf. J'adore tout ça. Alors, évidemment, l'idée, c'est que c'est bizarre d'avoir gardé quand même... Il y a un son de frein. Il y a un son de frein. Parce que techniquement, là, il l'arrête avec sa force. C'est ce que ça veut faire croire. Mais du coup, pourquoi ils ont gardé le son un peu de frein? Just your friendly neighborhood Spider-Man. I hadn't figured on that wall-crawling creep. C'est génial. Allez, vas-y, Spidey. Chope-moi ce bâtard. You would shoot your own father. Le reverse, c'est cool quand même. C'est super. Là, j'imagine qu'ils ont gratté la pellicule pour les effets. C'est le Dr. Lightning. Donc, évidemment, il tire des lightning. Là, je pense qu'ils ont gratté la péloche pour avoir l'effet d'éclair. Je trouve ça hyper cool. Now that's going just a little bit too far. Keep clear. All right. I'll handle this. Maybe he won't shoot. He won't want to hit me. Father, how could you? Spider-Man! Moi, je pense qu'il va se relever. I'm sorry I cannot take you with me, my dear. Spider-Man, are you? No, I'm not dead. My faithful spider strength saved me. But wait a second. What's that? It's a spider homer, attuned to my spider sense. I can follow this no matter where it goes. Like where your father's going, for instance. Un tracker. Watch this. Are you sure you're all right? Yeah, and I'm going after Dr. Lightning. Wait here. Try to remember, he's my father. Yeah, I'll try. Il s'en bat les couilles. Ouais, parce qu'elle lui a dit fais gaffe, quand même, c'est mon père. Il a fait ouais, t'inquiète.
C'est la musique de Mission Impossible. Putain, vous avez complètement l'oreille. J'ai pas du tout reconnu. Hein. Mais ils ont dû repomper des trucs. C'est un film amateur, hein, encore une fois, qu'on est en train de regarder. Ah, vous dites ça ressemble, ok. C'est génial. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est génial. C'est génial. C'est un des meilleurs moments de Spider-Man. Ah, t'es bien dans la merde. Spider-Man. Dr. Lightning. You won't take me alive. I'll cheat the hangman yet. Tough luck. Oh. Bon, bah, écoute. I got bad news for you. Your father's dead, but you're safe, and so is the world. C'est génial! C'est absolument génial! Voilà, c'était la première apparition de Spider-Man en film live. Quand vous venez, je vous fais découvrir des trucs de ouf ou pas? Bon, voilà, c'était donc. Alors, c'est génial. Vous avez compris ce qui s'est passé évidemment à la fin, parce que c'est même en anglais. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de compliqué à comprendre là-dedans. Donc voilà quoi, ouais, je me suis bien souvenu que c'était ton père quand il s'est fait exploser dans sa voiture. Putain, mais en fait, alors bon, évidemment que ça n'a pas, ce n'est pas comparable vraiment à une production audiovisuelle classique, puisqu'il s'agit d'un fan film. Mais franchement, et je le dis avec pour un truc de fan qui fait ça en 1969 avec 3 balles 50, une petite caméra machin, il se fait déjà. Première chose, il a fait imprimer un journal. Déjà, ça c'est pas mal. Ça fait quand même plaisir. Disfigure Dr. Lightning. Il a créé son méchant aussi, alors qu'il aurait pu, vu que là il s'en bat les couilles des droits, il aurait pu tout à fait. Ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est à l'envers? Non, c'est juste il le lance. Non, il le lance pas. Il le prend, je crois. Parce que si je le passe à l'envers, ça a l'air. Non, ça n'a pas l'air du tout de coller en fait. Donc ouais, c'est comment dire, il crée son propre méchant dans ce court métrage. Dr. Lightning, ce qui n'est pas une question de droit comme ça pouvait être le cas dans la série animée de 67. Là, c'est juste à mon avis parce que voilà, il a envie de créer son petit méchant, mais ce qui donne à son histoire quelque chose d'un peu original, ce qui est sympathique. On parlera de la série animée, je pense, dans quelques instants, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur la façon dont a été traité le personnage. À cette époque-là, quoi. Je trouve ça c'est super intéressant. Mais alors du coup, voilà, donc le costume. Franchement, pour un truc amateur, ça va. Hein. Ils se sont fait chier quand même. Il a des gants rouges. Ça ressemble au costume. Tu vois que c'est Spider-Man. Est-ce que c'est aussi bien que dans les derniers films? Non, mais c'est quand même pas mal. Là, cette figurine, donc il y a du stop motion. Il y a plusieurs techniques. Donc il y a, en fait, alors pour te faire croire, parce que le gros challenge, évidemment, de ce type de production-là, ça va être est-ce que j'arrive à faire des scènes avec Spider-Man qui vit sa vie de Spider-Man et que ça fonctionne à peu près. Ce qui est évidemment le gros truc un peu complexe là-dedans. Tout le reste, j'allais dire, est accessoire. Le scénar, on s'en bat les couilles, évidemment. La qualité de la lumière, de machin, on s'en fout. Mais là, il y a visiblement la démarche principale de ce film-là. Ça a été comment je peux construire un découpage technique qui fait que ça fonctionne et comment je peux mélanger différentes stratégies différents types d'effets spéciaux et que ça marche. Et dès qu'il a un plan large à faire, soit on passe sur la figurine qui se balance, soit on part sur du stop motion, ce qui est pas évident à faire hein, pour un mec quand même tout seul à cette époque-là. Il se fait chier quoi. Et il ne rechigne pas à l'idée, voilà, même dans ce truc d'exposition en fait, de faire quand même un plan large dont on aurait pu tout à fait se passer. Mais il pense à son découpage, il pense à sa mise en scène, il le fait et c'est cool. Là, on enchaîne, voilà, c'est plan large. Je vais pas faire un découpage, enfin, je vais pas dérouler tout le film parce que c'est pas très intéressant sinon. Mais oui, par exemple, cette scène, il mélange les techniques de façon assez rigolote. Donc là, il a un plan large. Comment je le fais? Ça marche. Enfin, ça marche.
Non, l'illusion ne marche pas, parce qu'on est en 2023 en train de regarder le truc. Mais je veux dire, en termes de découpage, ces idées de plans enchaînés les uns les autres fonctionnent. Mais après, voilà, il fait un plan où ça se balance. Il fait un plan où c'est juste contre-plongée. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve moins bien fait même dans des films, des longs métrages, notamment le long métrage Captain America. Cette espèce de contre-plongée sur le ciel avec le personnage qui vit des aventures, on retrouve cette technique-là et ça marche moins bien. Donc il y a déjà ça, voilà, ça va être sympa. Vous voyez que c'est en termes de design aussi, c'est un des costumes de Spidey avec les toiles sous les aisselles, qui est un truc qui n'a pas été retenu lors des films, à l'exception des films du MCU, mais il s'en sert pour voler. Mais il y a l'incarnation au départ de Spider-Man, il avait ces espèces d'ailes sous les aisselles faites en toile. Il y a aussi pas mal de reverse shots, je ne sais pas si vous les avez vus, évidemment que vous les avez vus, je dis ça, c'est pas très... Mais il y a pas mal de plans qui sont tournés à l'envers en fait. Il y a vraiment un côté de la démerde que je trouve assez rafraîchissant, quoi. Il y a cette scène-là un peu d'une violence extrême. Puis voilà, bon, j'ai pas grand-chose, vous avez vu le film, je vais pas tout commenter parce que c'est assez commun, quoi, assez convenu. Mais il y a quand même il y a des petites idées. Il y a des petites idées qui annoncent ce qui pourra être fait plus tard en termes d'adaptation de comics aussi, quoi. C'est vrai que c'est pas complètement évident quand t'as pas d'exemple, même s'ils en avaient un, qui est donc la série animée. Je vais faire une petite pause rapide avant la suite de ce live, qui, j'en suis sûr, va être très intéressant, pour remercier les gens qui ont sub, parce que j'ai vu que vous aviez été nombreux à le faire, et donc je vous remercie infiniment. Je remercie évidemment tous les gens qui participent financièrement à ces streams. Donc Lou Croco, je crois que tu es le dernier que j'ai remercié. Ah non, je crois que aussi Dark Sirius, je crois que je t'ai remercié aussi. Bah non, Atticus le poteau aussi, je t'ai remercié. J'ai même dit que tu étais un sacré poteau. Ratosk, qui me dit toujours un véritable plaisir de t'écouter parler de cinéma, mais je crois que je t'ai remercié également. C'est pas grave. Lord Meas, merci à toi. Tonton Michoul, merci à toi. Karaté Calzone, bien le bonjour, la pêche, la banane même. Wade Wilson Jr., tu me dis tiens, 9 mois, petit bébé. Beaucoup d'autres à venir, j'espère. Bisous, monsieur Debache. Et plein d'autres, j'ai plein d'idées. Almaras, merci beaucoup à toi. Petit Lou également pour le You, merci. Kikanutti, tu me rends dingue dans ton poum poum short. J'ai envie de te dire, tu me dis coucou Karim, c'était la même avec Mario ou même Donjons et Dragons. Ils mettent tout le film dans le trailer, plus aucune surprise. Tu parles de la bande-annonce évidemment de Spider-Verse. Ouais, mais c'est fou quoi. Moi je trouve ça fou. Gorok, merci beaucoup à toi. Donjons et Dragons, c'est encore pire parce que je trouve la bande-annonce elle est mensongère. Gorok, merci beaucoup à toi pour le sub. Yuji was taken V2 qui dit salut Karim, merci pour le contenu et cette passion que tu nous transmets depuis tant d'années. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis là quand même. Ça va commencer à se compter en décennies dans pas longtemps. Ça se compte en décennies, c'est une décennie déjà. Papy Koulos, merci beaucoup à toi. Azalid également, tu me dis 6 mois déjà, effectivement, ça fait 6 mois que tu es sub. Merci de nous faire découvrir ces pépites. Allez, c'est cool hein, ça quand même. Hein. Ça, c'est du nouveau. Archibald H, merci beaucoup à toi pour les 6 mois de sub. Flint347, merci infiniment à toi. AZ67, merci beaucoup à toi. Elias 3T aussi, merci à Superbrou, vous déchirez de ouf. Merci à Dracojo, merci à Jacko Circus qui dit salut Karim, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Merci à F, on va bien. Merci à toi FK de Bass qui dit rien, mais qui offre des subs. Ça, ça régale. Il offre des subs à Yomanan, à Foyatsumin, à Chrisom Blade, à Bois et à Antarctix. Bienvenue à tous les amis, merci à toi FK Debas, tu te déchires, c'est très généreux de ta part de consacrer autant de thunes à offrir des subs, ça fait plaisir. Et bienvenue à tous les amis, merci à toi, pas d'accord pour ta générosité, tu offres un sub à Dodds. Et merci à Camquish également qui dit bientôt l'année, que du bonheur ici Karim Tuff étant un emoji. C'est ton 11e mois effectivement, merci beaucoup à toi. On sait ce qu'est devenu l'équipe de ce film dans le métier du cinéma aujourd'hui? Figure-toi que oui, et pour pas dire de conneries, je vais ouvrir une petite page Wikipédia avec le réal. Je vais juste revoir le nom du réal parce que j'arrête pas de l'oublier. C'est pas, je me suis peu renseigné, hein, c'est pas des gens que je connais pas leur travail. Don Glutt, c'est ça, c'est Don Glutt. Hop, et oui, il bosse encore. Il bosse encore. Il a, peut-être pas à l'heure actuelle, je veux dire, il a beaucoup bossé après, et notamment, c'est ça. C'est lui qui a écrit la novélisation de l'Empire contre-attaque. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est un scénariste de télévision aussi. Alors, dans quoi a-t-il bossé? Je vais sur le Wikipédia anglais pour pas dire de conneries. Bam, bam, bam. Voilà. Donc, il a commencé à faire effectivement plein de fan-films qui sont sans les droits. Hein. Il a fait ça avec vraiment les moyens du bord. Il n'a pas demandé à qui que ce soit de le faire. Il en a fait pour Superman. Il a fait des The Spirit et il a fait donc Spider-Man ici. Il a eu des articles qui ont parlé de lui dans Famous Monsters of Finland que vous connaissez si vous regardez Chroma parce que j'en parlais, je crois, je sais plus quel épisode, mais je parlais de Famous, qui est un classique, un magazine très connu aux États-Unis de pop culture, disons.
de cinéma, mais de pop culture. Il a ensuite écrit pas mal de trucs. Alors attendez, il a écrit quoi ? Il a écrit dans des séries telles que ou des programmes télé tels que Shazam. Encore Spider-Man, tiens. Ah oui, il a écrit pour la série animée, mais on va en parler juste après. Tiens, ça nous fait une transition, c'est super. Il a écrit pour la série animée. Il a bossé pour Warren Publishing. Donc Warren Publishing, c'est Creepy Eerie, etc. Tous ces trucs-là. Il a fait plein de trucs, en fait. Il a fait plein de machins. Il a réalisé un nombre colossal de trucs. Là, j'ai sous les yeux sa filmographie, enfin ce qu'il a fait à la télé. Donc plein de trucs. Spider-Man, Transformers, la série des années 80, Transformers, G.I. Joe, Centurions, DuckTales, putain, ouais, Dino Riders, sans déconner. Il a bossé sur Dino Riders. À quand un long métrage Dino Riders? S'il y a bien un truc des années 80 que j'aimerais bien voir remaké avec un budget de ouf, c'est Dino Riders. Moi, c'est ça que je veux voir. Robocop aussi, la série animée de 88, il a bossé dessus. X-Men de 93, il a bossé dessus. Donc après ça, il a eu quand même sa petite carrière et tout, ça fait plaisir, mais il a commencé avec des petites productions fan-film comme ça. Mais qui je trouve vraiment honnêtement, alors c'est évidemment que ça peut paraître un peu risible parce que le truc est fait avec sans budget en fait, mais je trouve qu'il y a quand même il y a l'envie de faire un vrai découpage et de faire un vrai petit court-métrage autour d'un personnage qu'on aime bien pour un petit film. Moi je trouve que ça c'est complètement valable. Et alors du coup je vais revenir parce que je savais pas qu'il avait écrit dessus, alors me demandez pas quel épisode, j'en ai foutrement aucune idée, mais il a visiblement bossé sur la série de animé Spider-Man de 67 qui est un truc mais palpitant, qui est... moi, j'adore cette série. Je l'adore un peu au second degré. Mais c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler, parce qu'en plus, je les ai là, donc je peux vous en montrer. Ça peut être hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1967 ? Donc, en 1967... le personnage de Spider-Man cartonnait du feu de Dieu déjà, hein, parce que ça existe depuis 62 le personnage, donc 67 il a déjà sa série je crois de BD à lui, ça cartonne, je me demande si c'est même pas genre le truc qui cartonne le plus chez Marvel à ce moment là, et donc on fait appel à une boîte qui s'appelle, j'ai oublié, ça, je l'avais noté cette boîte, je sais que je prends des notes de ce que je regarde en ce moment, je l'avais noté, c'est Grand Tray Lawrence Animation, qui est une boîte qui faisait déjà des dessins animés pour Marvel. Alors, est-ce qu'on peut trouver... Ça peut être drôle, ça. C'est The Marvel Super Heroes. Je vais vous montrer vite fait, éventuellement. Par contre, il faut que je change d'interface pour vous montrer ça. J'en suis désolé. Bougez pas. Clac, clac. Ça va aller vite. Voilà, c'était The Marvel Super Heroes. Avant donc, la série dont je vais vous parler immédiatement, en 66, du coup, il y avait cette série-là qui existait, qui était en gros produit par les mêmes gens qui faisaient la série, qui ont fait ensuite la série Spider-Man. C'est une série donc qui adapte les super-héros Marvel. Peut-être qu'un jour je vous ferai un stream où je vous parlerai que de ces séries-là, parce que moi je les trouve hyper drôles en fait à regarder. Putain, 4K TV intro 4K, 16 mm, transfert, Canon EOS, Magic Lantern, DaVinci Resolve. Qu'est-ce que ça... Le mec est fou. On va regarder ça, parce que là ça vend de la qualité de rêve. Attendez, hop, clac, vas-y. The sulky, over funky, kinda hulky superhero. A two-fisted and electrically transistored superhero. Ça va. Le scan est cool. And aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Superpowered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. A humdinging, real swinging, shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Alors déjà, je tiens à vous dire que j'adore ce qui vient de se passer. Je suis très heureux d'avoir vécu ce moment avec vous. Et alors du coup, donc y a ça a existé en 66. Alors, vous savez que souvent, on vous dira que... je vais couper le son et mettre des images dans le fond qui tournent. On dira que, par exemple, dans Tortue Ninja, toutes les séries des années 80, vous savez que le générique est beaucoup plus animé que la série, quoi. Ça envoie beaucoup plus en termes de qualité d'animation que la série qui est régulièrement assez statique. C'est aussi le cas ici. C'est-à-dire que malgré le fait que ce générique ressemble à l'intérieur d'un épisode d'une série des années 80, disons de Tortue Ninja, il faut bien comprendre que c'est
quand même vachement plus animé que la série en elle-même, qui est quasiment à considérer en fait comme du motion comics. Pour ceux qui regardent du motion comics, moi j'aime bien regarder du motion comics, parfois il y en a des sympas. Mais du coup c'est très très peu animé, c'est-à-dire qu'en gros il y a souvent juste les bouches qui bougent dans ces séries-là. Et du coup, comme cette série, je crois, j'imagine fonctionnait plutôt pas mal, ils ont eu le droit, cette boîte-là, de faire une adaptation du coup de Spider-Man. C'est pas vrai. Mad Mark qui dit: je ne sais pas si tu sais, Karim, Marvel a envoyé des écrivains, donc des scénaristes, traîner dans les campus pour qu'ils connaissent le parler Jones. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible pour des raisons évidentes. Oui, c'est n'importe quoi. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Alors, après, Stan Lee, c'était un sacré personnage. Hein. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Stan Lee, mais c'était un sacré personnage. Il était avant-gardiste, quoi. Il avait des idées. Est-ce que vous avez vu le film The Ambulance de Larry Cohen? Je vous le recommande. Le personnage dessine des comics et il travaille chez Marvel. Et du coup, on voit, il y a Stan Lee qui joue son propre rôle dans le film. Bref, on s'en fout. Peut-être un jour, je vous parlerai de The Ambulance de Larry Cohen. Il n'a rien à voir avec celui de Michael Bay. Bref, ce que je disais, c'est que du coup, ils ont eu le droit d'adapter du coup la série de bande dessinée la plus populaire du moment, qui était Spider-Man, et ils l'ont traité un petit peu, disons, comme leur blockbuster, c'est-à-dire qu'en termes d'animation, ils ont décidé d'en foutre vraiment plein la gueule, c'est-à-dire que de faire un truc beaucoup plus animé que les séries de l'époque. En gros, les séries de l'époque, dans les années 60, c'est vraiment Hanna-Barbera qui est le truc populaire du moment, et c'est quand même très très peu animé. Mais du coup, eux, ils ont envie de faire un truc nettement plus soigné que ce qu'ils faisaient avant, donc la série Marvel Super Heroes de 66, avec leur série Spider-Man de 67. Et donc, ils ont fait ce qu'on va regarder. Alors, j'ai l'intégrale de la série, hein, je vous le dis direct. Moi, j'aime beaucoup cette série. Je sais pas, je me demande qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on regarde le premier épisode pour se mettre en jambe? C'est-à-dire que la plupart des épisodes sont en fait en deux parties et contiennent 2 épisodes. Donc là, si on regarde l'épisode 1, on regarde l'épisode 1 et l'épisode 2. Il y a évidemment la VF, tout est en VF et on va regarder ça en VF. Mais du coup, parce que c'est l'araignée. Donc la série est très connue pour son générique qui est resté complètement dans les annales, évidemment. Et c'est évidemment celle que vous connaissez parce qu'elle a donné tous les mêmes internets qui ont suivi, quoi. La VF était la version canadienne, nous dit Gwegs. Je me suis longtemps posé la question. C'est ça. Hein. C'est sorti en France ou je crois que ça a été diffusé quand même en France. Hein. Mais peut-être avec la version canadienne, du coup, j'en sais rien. En tout cas, ouais, Peter Parker s'appelle Pierre Parker. L'araignée, c'est l'araignée. Et il y a une francisation. Mais non, c'est pas. T'es sûr? Parce qu'il y a une francisation en mode presque, précurseur de ce qui se fera genre dans Ken le Survivant, quoi. En mode, il y a le théâtre du Châtelet et tout. Donc, je sais pas si c'est canadien ou je sais pas si c'est. En tout cas, c'est super. C'est super. C'est passé en France, mais avec la VQ. D'accord, ok, comme Spectreman. Ok, ça, c'est validé. Elle est super. En tout cas, la VF, elle est très rigolote. Donc voici une petite image. Et effectivement, c'est la série qui donnera le nombre incalculable de mèmes qui ont traîné sur Internet dans tous les sens, etc. Bon. Elle a été diffusée en 77 en France, d'accord. Ok. Donc bien plus tard, lors de la sortie de la série live, du coup, Spider-Man. Il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise avant de commencer. C'est que du coup, en fait, je pense que cette série est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Déjà, il faut bien comprendre que cette série, il y a 2 arcs, il y a deux périodes, il y a 2 trucs dans cette série. En fait, en vrai, il y a presque 2 séries en une série. Il y a la première saison, il y a 3 saisons en tout. La première saison, c'est vraiment un truc à part. Comme je vous l'ai dit, c'est fait par la boîte que j'ai citée, dont j'ai déjà oublié le blaze, mais qui avait fait Marvel Super Heroes, qui est une série un peu, disons, camp, qui va reprendre, disons, des scénars de la BD. Qui va enlever plein de trucs de la BD, mais qui va quand même rester sur les méchants de la BD. J'allais dire les personnages, mais en fait, il y a plein de personnages qui dégagent. Mais il y a quand même Jonah Jameson, il y a Betty Brant, et il y a Spider-Man, évidemment, Peter Parker, et il y a en gros tous les méchants un peu importants de la BD. On les retrouve dans la saison 1. Un peu kitsch. Voilà. Dans la saison 2 et 3, il y a un truc qui se passe, c'est que la boîte en question met la clé sous la porte, pour des raisons qui me sont un peu obscures, mais il ferme. Et du coup, la série, elle est reprise par quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce qu'entre-temps, c'est devenu un nom important de l'histoire du cinéma d'animation, qui est Ralph Bakshi.
donc qui est le réalisateur que vous connaissez probablement pour la première adaptation du Seigneur des Anneaux audiovisuel. Aussi, son film le plus connu, c'est Fritz the Cat, qui est, je crois, alors j'ai peur de dire une connerie, mais c'est disons un peu dessin animé pour adultes. Trash qui parle de cul, etc. et qui a fait pas mal de films, Fire and Ice, etc. Il est très connu. Ralph Bakshi, depuis, il a fait plein de trucs très célèbres. Et c'est un des figures de proue d'un procédé qui s'appelle la rotoscopie, qui consiste à décalquer en gros des animations. Voilà. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler beaucoup de Ralph Bakshi en fait au cours de ces streams. Donc je vais pas forcément faire un truc. Mais en gros, il reprend la série après la faillite de la boîte qui s'en chargeait. Avec, je crois, un mec qui s'appelle Franz, je sais plus. Mais en gros, c'est une autre boîte qui récupère le truc et ils vont continuer sur la saison 2 et 3. Et la saison 2 et 3 de cette série, Spider-Man, donc qui date de 68, en gros, après la première saison, sont quand même connus pour être des sacrées saisons de ouf, en fait. Vraiment de ouf. Parce que du coup, il y a une réduction de budget massive, qu'il fait les épisodes pour une bouchée de pain, qui doit les torcher hyper vite avec une équipe réduite, et que du coup, il bosse 7 jours sur 7, il chie du flux, quoi. Il chie du Spider-Man à ne plus savoir qu'en faire. Ce qui fait qu'il est beaucoup dans la réutilisation de nombre déjà d'épisodes précédents de la saison 1 où il va reprendre des animations de la saison 1, il va reprendre des celluloïdes, il va à peine changer le fond, il va un peu changer la voix et tout machin, faire plein d'épisodes comme ça, et il va aussi reprendre une autre série dont j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est un espèce de truc un peu expérimental bizarre qu'il a fait au Canada, Robin des Bois, je sais plus, Robin Hood, Rocket Robin Hood, je crois que c'est ça le nom de la série. Il va reprendre des animations et des épisodes entiers en fait de cette série là. Il va gommer, en gros, enfin il va enlever les cellules, il va pas littéralement gommer, mais il va gommer les personnages et les remplacer par Spider-Man pour faire des épisodes pas chers de la série Spider-Man. Et ça, c'est la saison 2 et 3. Néanmoins, la saison 2 et 3 a une esthétique très particulière qui va, complètement dénoté par rapport à la série, à la première saison, et qui, je pense, va être assez influente. Et ce que je dis n'est absolument pas prouvé, parce que je pense pas que ce soit une référence, mais moi, le délire un peu, disons, visuel, néo-baroque, un peu fou de Sam Raimi, je pense qu'il doit un petit peu... Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je crois qu'à ma connaissance, il n'y a pas Sam Raimi qui dit qu'il s'en est inspiré, et peut-être que pas du tout. Mais je pense que ça doit un petit peu au look que je vais vous montrer, du coup, qui est complètement ouf des saisons 2 et 3 de Ralph Bakshi, et peut-être même de la saison 1. Mais dans la saison 2 et 3 de Ralph Bakshi, il y a vraiment un délire, mais presque expérimental, complètement barré, en fait, de visuel de Spider-Man, qui évidemment s'inspire bien sûr de la bande dessinée, et bien sûr que je pense que c'est juste que Sam Raimi a la bande dessinée en référent, bien sûr, puisqu'il l'adapte, mais même dans des films de Sam Raimi qui datent d'avant, je trouve qu'on a un peu le feeling Ralph Bakshi, on a un peu le feeling, et il y a notamment un court-métrage qui date de 1980 que je vous montrerai un petit peu potentiellement juste après, qui est un court-métrage qui est directement une quasi-adaptation de 2 épisodes de la série animée et de 2 épisodes de la saison 2 de la série animée, qui va ressembler à des premiers films de Sam Raimi. Le film le court-métrage live date de 1980, donc avant même Evil Dead, qui est de 81, et déjà, je trouve, et vous me direz ce que vous en pensez, je vous jure, on va le regarder, je trouve qu'il y a en creux, il y a un peu le style de Sam Raimi, parce que simplement, c'est juste parce que ce sont des adaptations de BD, mais quand même, il y a un peu le style de Sam Raimi dedans, et notamment... J'espère que vous avez fait vos devoirs et que vous avez regardé Mort sur le grill. Il y a des trucs un feeling un peu Mort sur le grill. Il y a un feeling un peu Dick Tracy / Darkman / il y a ce délire en fait vraiment fou, visuel baroque un peu barré dans ce que je vais vous montrer, donc en version animée et en version live dans le court-métrage de 1980, mais qui est une adaptation, un hommage presque à l'esthétique de Ralph Bakshi. Voilà. C'est sympa. Et on va regarder du coup, alors je sais pas, vous voulez regarder quoi? Peut-être le premier épisode? On peut faire un premier épisode et puis voir ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, le premier épisode de la série de 67 ressemblait à ça. Je coupe le son pour le générique parce que je pense que c'est complètement DMCA. Donc ça, vous l'avez vu 1 milliard de fois évidemment parce qu'il vous fait coucou. Vous allez beaucoup voir les mêmes plans aussi. Il y avait déjà, alors moins dans la première saison, mais il y avait déjà beaucoup de réutilisation. Bref, ça commence. C'est génial.
La VF est absolument géniale. Le design, finalement, est relativement proche quand même du design des comics, encore que. C'est génial de commencer avec le Docteur Octopus, un personnage hyper important. Donc, et en plus que vous avez beaucoup vu au cinéma en audiovisuel, donc vous pouvez comparer. Ça va être super. Voilà, donc Docteur Octopus, méchant, mais qui a du cœur. C'est-à-dire qu'il ne veut pas non plus tuer des gens, il veut faire évacuer la ville avant de faire disparaître un quartier afin de conquérir le monde. Donc le truc, c'est évidemment... Bon, il y a un raccourcissement des intrigues pour aller... je pense que tous les méchants vont être un peu génériques et vont avoir tous des buts, alors divers et variés, parce qu'il y en a d'autres qui veulent faire n'importe quoi, mais en tout cas, ça va être vraiment très simple. On va pas, je pense, rentrer dans qu'est-ce que veut dire le Docteur Octopus. Tout son background est complètement passé sous silence, donc on ne sait pas d'où il vient, pourquoi, alors qu'il a quand même une super histoire, le Docteur Octopus. Mais Jonah Jameson, par contre, je trouve que c'est une super incarnation. Très Jonah Jameson. Alors je m'épose, mais vous ne savez pas, mais oui, bien sûr, Peter Parker dans cette série s'appelle Pierre Parker. Bien sûr, c'est complètement le truc. C'est un ado. Alors oui. Alors, vous notez aussi que ce qu'on voit là est le premier épisode de la série, mais que ce n'est pas une origin story. Néanmoins, il y a une origin story qui est en plus adapté d'un comics. Alors, je vous reparlerai de ce comics parce qu'il est intéressant. C'est un comics un peu particulier en noir et blanc, à un moment où Marvel voulait justement faire un truc un peu plus adulte, en s'inspirant de plein de trucs. Je vous en parlerai de la BD. Mais il y a une origin story, en fait, à ce Spider-Man, mais c'est le premier épisode de la 2e saison. Par conséquent, c'est un épisode qui a l'esthétique de Ralph Bakshi, et qui est un des meilleurs épisodes, je trouve, de Ralph Bakshi. Ça, c'est très Scooby-Doo. Ce keuf, il est tout droit Scooby-Doo. Après, c'était les trucs à la mode. J'adore, cette anime, elle est mortelle. De Docteur Octopus. Il est là, tranquille, en train de mettre des impulsions électriques dans les conduits à eau, comme si de rien n'était. Ça aussi, c'est génial. Mais tout est génial, en fait. C'est clairement Balkany. Il y a une vibe très Balkany. Alors, il faut le faire quand même pour le rater. Genre, il vise extrêmement mal, quoi. Est-ce que ça passe en dessous ? Absolument. Il vise tellement mal qu'il arrive à tirer un éclair en dessous de Spider-Man. Ah ouais, non mais là, note, parce que effectivement, là, alors madame, là c'est... Et voilà les amis, vous venez d'assister au premier épisode de Spider-Man. Donc, alors c'était très intéressant. C'est assez symptomatique de ce que sera la saison 1. C'est-à-dire, en gros, ils ont complètement occulté l'idée de montrer un peu la vie, le quotidien de Pierre Parker, dans son lycée, machin, etc. Dans la saison 1. Après, ça va changer. Mais dans la saison 1, il y a cette idée de vraiment se concentrer sur... Il y a un méchant au début, il l'arrête à la fin. En gros, c'est ça. C'est très Batmanesque, en fait. Ce qui fait souvent que les... Attendez, je vais brancher mon clavier, parce que je vois qu'il est en galère de batterie. Ce qui donne un feeling un peu Batman années 60 et qui est assez commun aux séries globalement de cette époque-là et aux trucs de super-héros avant que ça... Mais qui du coup, effectivement, enlève quelque chose qui était intéressant de la bande dessinée et ne peut par conséquent pas faire les trucs un peu vraiment... chouette que font les films qui arriveront bien plus tard, tels que celui de Sam Raimi, parce que le personnage de Dr. Octopus, au-delà du look qui est super et de son style et de son pouvoir hyper cool, machin, c'est quand même un personnage qui a du sens parce que c'est une figure aussi paternelle pour Spider-Man, ce qui sera complètement exploité par Sam Raimi dans Spider-Man 2. Avec une espèce de métaphore sur l'impuissance du personnage de Spider-Man qui dans le 2 ne peut plus tisser et qui du coup se retrouve à affronter un mec avec plein de grosses tentacules en métal, très vigoureuses, et voilà, qui est un meilleur scientifique qu'il ne le sera jamais. Donc du coup, il y a toute cette espèce de sens, pas forcément ce truc-là, mais tout ce truc de la relation paternelle à plein de méchants de Spider-Man, en fait, qui ne peut pas exister étant donné que la vie de Peter Parker n'est pas exposée dans cette série. Donc qui est complètement à prendre comme une série un peu débile des années 60. Le 2e épisode, je me souviens qu'il y a un délire hyper chelou. Bougez pas. Ah, bah non, il n'y a pas de générique, je suis con. Évidemment qu'il n'y a pas de générique, parce que c'est le cercle, le 2e épisode, mais c'est toujours c'est la 2e partie du premier épisode. C'est un peu capillotracté, me dis-tu, Magicao 12. Peut-être.
Peut-être. Mais essaye de regarder le film avec cet angle-là. Parce que déjà, dans le premier, il y a ce côté... je commence à découvrir que je peux tisser de la toile. Toc toc, entre pas, tante May, entre pas, je fais rien. Tu vois, il y a déjà ce bail-là. Donc après, dans le 2, quand il arrive plus à tisser, qui se dit, bah finalement, je suis peut-être pas un super tisseur. Et puis il y a ce mec-là ce qu'il n'arrive pas à être, donc ce qu'il voudrait être, mais qu'il n'arrive pas à être, et qui a plein de tentacules, tu vois. Il y a peut-être un... C'est sûrement capillotracté. Mais c'est amusant, par contre, à regarder. Pareil, Harry Potter 3, il y a des scènes, tu peux... Alors, la température n'est peut-être pas convertie en Celsius parce que c'est peut-être la VF québécoise. Encore une fois, c'est ce qu'on nous disait. Alors, moi, je ne savais pas ça, mais ça m'a été appris par quelqu'un dans le chat. Apparemment, la VF qu'on a eue en France est en fait la version canadienne. Mais c'est passé à la télé française avec cette VF. Ça, c'est les sound effects des enfers. Moi, j'adore. Là, ce plan-là. Et je ne peux le croire. Toile comme du cerise, comme du verre. C'est-à-dire que là, ils tirent en fait. Il y a plein de sons menaçants dans des banques de sons, même en 1967. Ils ont choisi celui-là. Sérieusement, Karim, ça me démange depuis tout à l'heure. Tu sais exactement ce qu'on est en train de regarder. Alors dis-moi, c'est pas du Bakshi ça? Mais non, mais tu n'as pas écouté du tout. Enfin, tu n'as pas du tout écouté ce que j'ai dit. Non, c'est la série de 67 Spider-Man, mais c'est la saison 1. Donc Ralph Bakshi, pour l'instant, il est pas là. Mais il arrive sur la saison 2 et la saison 3. Mais du coup, ça, c'est la saison 1 qui est produite par, j'ai oublié le nom de la boîte, je peux te le redire, par Grant Ray Lawrence Animation, voilà, qui sont les gens qui faisaient la série de Marvel Super Heroes un peu avant, en 1966. Je suis arrivé en cours, pas entendu le début, mais ça fait vachement typique de son style. Mais il n'était pas du tout encore là. Là, ils n'étaient pas sûrs des proportions quand même du visage de Spider-Man. Vous notez, non, je ne l'évoque pas, mais de façon assez évidente, la toile qui recouvre, enfin, qui est dessinée sur le costume de Spider-Man s'arrête à sa tête pour économiser évidemment des frames d'animation. Ce qui est assez amusant parce que dans les premières incarnations en jeu vidéo du personnage Spider-Man en 3D, notamment dans la version de Spider-Man sur PlayStation et pas sur Dreamcast justement je crois, ils avaient fait l'économie aussi de la toile. Je pense que là, ça a plus à voir avec les résolutions, qui fait que de toute façon, la toile était trop fine pour être perçue dans une résolution basse. Pardon, je fais un petit pour Gwegs. Je sais qu'il est sorti sur Dreamcast, je le connais très bien sur Dreamcast, mais je sais plus s'ils avaient dessiné sur la version Dreamcast, s'ils avaient... Typiquement ça, c'est réutilisation régulière de cette animation, de ce celluloïde-là, où tu changes juste le fond et ça donne l'impression qu'il marche, sauf que le fond est jamais calé. Donc là, c'est un travelling latéral sur lui qui est censé avancer. Bien joué, Xiazman, tu as effectivement complètement l'œil. Si vous regardez bien, vous pouvez constater qu'il y a un problème. Alors, pas sur cette frame spécialement, ça allait, mais là, vous pouvez constater que si vous vous y connaissez en araignée, vous pouvez constater effectivement qu'il y a un petit souci. Effectivement, il y a un joli boule. Il y a un joli boule qui se produit, mais vous constatez là, normalement, qu'il y a un souci. Vous voyez, typiquement, ce plan peut être vraiment assez intéressant à comparer avec ce qu'on voyait dans le court-métrage Spider-Man en stop-motion. C'est peut-être un hommage, en fait, au court-métrage. Enfin, peut-être, je veux dire, le court-métrage est peut-être un hommage à la série. Si je remets... Vous voyez ? Attendez, quand il marche, voilà. Vous voyez le délire ? C'est à peu près la même chose, ce qui est assez cool. Voilà, je sais pas où je vais avec ça, mais... Alors, Mad Mark, tu me dis, par contre, tu nous disais que c'était presque du motion comics, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'animation. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la précédente série de cette boîte, qui s'appelle The Marvel Super Heroes, dont on regardait le générique un peu avant, était quasiment du motion comics, vraiment très très peu d'animation. Et ce que j'ai dit, c'est que la boîte, quand ils ont fait ça, c'est leur blockbuster un peu où il y a beaucoup plus justement d'animation que dans leur série d'avant. C'est génial ce que vous disiez, putain, pour le deuxième épisode, ils disent plus Jameson, ils ont un peu fait le truc en mode un peu plus ricain. Enfin, un peu plus, pardon, on parle en anglais pour de vrai, avec l'accent et tout, et ils balancent un iceberg. C'est des plans que t'as envie de voir, ça, normalement. Voilà. Ils ont pris un petit bateau. Un petit bateau à moteur. Vous voyez ? Réutilisation, tu changes juste le fond. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus simple de zoomer un peu en faisant ce mouvement-là que d'avoir à animer vraiment un simili-travelling, quoi. Est-ce que vous croyez qu'il parle ou qu'on entend ses pensées ? Son masque bouge, oui, mais peut-être qu'il aime bien faire ça quand il pense, quand il réfléchit. Peut-être, c'est peut-être juste un tic. Sur votre planète pour réparation.
C'est qu'en fait, je me souvenais de cet accent et je voulais vous le garder quand même. Je voulais le garder. C'est pour ça que j'ai mis ce deuxième épisode qui en vrai est pas très intéressant, d'autant que là c'est même pas un méchant de Spider-Man, mais c'est cool ou pas? Et instinctivement, nous Spider-Man does whatever a spider can. Je vois que ça fait déjà 2h10 qu'on est en stream. Et le problème, c'est que j'ai encore pas mal de trucs quand même à vous montrer. Donc, je voulais vous montrer un peu de la saison 2 et ensuite, je voulais vous montrer un dernier court-métrage. Mais je pense que du coup, on va devoir se quitter éventuellement et quitte à ce que je revienne... Non, je pourrais pas ce week-end. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me débrouiller? Bon, allez, vite fait, un peu de la saison 2 au moins. Au moins le premier épisode peut-être éventuellement de la saison 2. Hop, je passe ça. Juste pour que vous voyez comment ça a évolué. Après, on regardera d'autres épisodes. Et je vous fais un peu de teasing sur le court-métrage. Je vous mets juste le premier épisode de la deuxième saison. Donc cette fois-ci, Ralph Bakshi est aux commandes. Mais il est aux commandes, mais on sent que sur les premiers épisodes, il a un peu plus les moyens que le reste de la série est vraiment cheap. Et en termes de réutilisation et tout, je cache ce qui se passe derrière moi. Il se passe des choses horribles. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Pas du tout. Et alors, mais du coup, il se passe des choses merveilleuses. Donc je fais play. Hop. Est-ce que en fait, j'hésite. Soit je vous montre quelques scènes parce que je vais devoir partir dans pas longtemps. Mais est-ce que je vous montre juste quelques petites scènes en mode teaser ou est-ce que je vous montre l'épisode? Allez, merde. On regarde le premier épisode de la saison 2 par Ralph Bakshi, mais un de ses meilleurs. Et ensuite, je vous mets 2-3 plans pour vous montrer ce que je voulais dire sur Sam Raimi du court-métrage qui s'inspire de ça. Et ensuite, on se quitte. Donc, il y a... Alors, vous voyez que ça n'a plus rien à voir du tout en termes déjà de look, mais même en termes d'animation. En fait, c'est très étrange parce que c'est plus sophistiqué en termes de design, j'ai l'impression. Mais c'est beaucoup plus cheap en termes d'animation. Là, vous voyez le fond. Là, c'est vraiment juste des calques qui bougent. Pour le coup, on est encore plus proche d'un motion comics que dans la première saison. Est-ce que c'est un peu un scénar un peu similaire finalement à Hélène et les garçons, le premier épisode? Mais vous voyez aussi que les cadres sont un peu plus intéressants. C'est mal animé. Enfin, c'est peu animé. Et c'est très sommaire. Mais par contre, il y a des compositions. Oui, Parker, attends. Tel que celui-ci. Moi, je trouve que c'est un peu en avance sur esthétiquement plein de trucs. Alors, c'est mal fait, dans le sens où c'est quasiment pas animé, et ma foi, pas super bien rythmé, mais je veux dire, dans les choix de cadres et cette idée-là, ça me fait penser à plein de films tirés de comics qui arriveront bien plus tard. Vous voyez, je trouve qu'il y a des trucs vraiment qui sont hyper intéressants dans certains épisodes, hein, pas dans tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment très pauvres, mais celui-ci est vraiment genre composé pour de vrai, avec des idées sympas de cadre. Et très, je trouve vraiment assez nouveau en fait, parce que ça reste, c'est quand même 1968 du coup, donc c'est bien avant l'existence même de Sam Raimi en tant que réalisateur. Moi, encore une fois, je dis pas qu'il s'est inspiré directement de ça, hein, mais bon, vous voyez qu'il y a 47 fois les mêmes plans, hein, par contre, hein, évidemment ça. Mais là, c'est parce qu'il devait aller vite. Il devait aller vraiment très vite, Ralph Bakshi, à ce moment-là. Ça, c'est le genre de plan un petit peu, quand même... ouais, moi, Enfin, bon. Il a un énorme visage. Enfin, il a un tout petit visage, mais une très grosse tête. On dirait que son visage, en fait, a été réduit, mais que sa tête est énorme. Si vous mettez pause, c'est classe. Puis là, en plus, l'animation est assez cool. Ça, c'est cool, hein. Ça, c'est une version de Spider-Man qu'on a peu vu, quoi. Et les ciels psychédéliques à la Bakshi, c'est tout un délire. Waouh! On s'est trompé de couleur. Attends. Eh oui. Dommage. Ça arrive. Ça arrivait à l'époque. J'aime bien comme elle pop. Bam! Direct. Bam! Je me demande si ça, c'est pas des animations d'avant, de la saison 1 qu'il a repris, juste qu'il a changé les fonds. Vous l'avez beaucoup vu, ce plan? Putain, c'est curieux, hein, c'est fou ce qu'il faisait, quand même. Là, la ville, elle est plongée dans le rouge de la douleur. Et c'est arty, hein, quand même, ça, ce délire. Hein. Là, ils prennent des risques, hein, visuellement. Et là, tous ces décors, là, tu sais pas, on dirait que c'est genre...
les buildings de Batman TAS, le fond de je sais pas quel peintre fou. Alors il fera effectivement Fritz the Cat, donc le premier long métrage de Ralph Bakshi se passe dans les rues de New York et met en scène, comme son nom l'indique, des chats. Pardon, mais c'est sorti bien après ça. Enfin pas bien après, mais c'est sorti après ça. Heureusement qu'il est arrivé pour arrêter la musique qui partait en couille, c'est ouf, ça dure 1h30. Alors le délire c'est vraiment Ralph Bakshi quand il... Enfin genre il y a... il y avait du temps, en fait il devait rendre tant de minutes d'animation. Il était un peu juste, vas-y quoi, on réutilise les animations, on met les décors, ça prend 2 secondes. Le détail, c'est ça qui est important, c'est le sens du détail. C'est sans sans le bruitage, c'était moins réaliste. Voilà. C'est une chaise. Est-ce qu'on peut revoir cette action au ralenti quand même? Comment? Ça c'est très... Ça c'est quasiment... On n'est plus dans un Spider-Man, on est dans un truc de Ralph Bakshi, quoi. Là il y a... Alors on me dit à l'époque les gens étaient pas aussi exigeants qu'aujourd'hui. Non mais ça c'était mal reçu, hein. Ça a jamais, surtout les saisons 2 et 3 là, ce que vous regardez, c'était à l'époque considéré comme vraiment un fail total. C'était des trucs vraiment torchés à l'arrache. Alors après effectivement dans les Hanna-Barbera il y avait déjà des réutilisations, il y avait déjà le côté très peu animé et tout, mais c'était quand même mieux fini que ça. Par contre ce qu'il y a et ce qu'on constate dans cette saison là effectivement, c'est la marque un petit peu d'un artiste, hein. Dans les cadres et tout, il y a quand même des choix, des idées de couleurs que moi je trouve qui sont très valables. C'est mal fait dans le sens où c'est très mal rythmé parce que mais par contre, là encore une fois, je trouve que c'est cadré déjà mieux que la saison 1. Même globalement, je trouve qu'il y a des audaces visuelles quoi, dans cet épisode. Il n'empêche que tout ça est plutôt vraiment très mal fait, et évidemment que c'est un peu drôle, mais cet enchaînement de gros plans et tout est quand même rigolo et très baroque, hein, dans le délire de... Il y a des diagonales de partout. C'est un gars qui marche sur les murs. Truc très expressionniste, mais ça, pour moi, c'est des trucs qu'on retrouvera chez Sam Raimi et les ombres. Il y a cette idée aussi de clair-obscur. Non, mais c'est sympa ça. Ça, c'est un plan sympa, par exemple. Et même, ça donne une vision de Spider-Man qui est pas... comment dire qui est peu vue, en fait. Ce plan-là, finalement, c'est une incarnation de Spider-Man qu'on n'a pas beaucoup vue. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il pleure à travers son masque? Comment c'est possible? Le royaume de la fantasy. Pour moi, c'est une des inspirations de Sam Raimi. Peut-être me trompe, je sais pas. Il y a pas mal de trucs quand même. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire avant qu'on se quitte sur ces belles paroles, c'est qu'il y a 2 épisodes de cette saison-là. Donc ça, c'est la saison 2. La saison 3 est encore plus cheap. Il y a 2 épisodes de cette saison-là. Je sais plus lesquels c'est. Il y en a un. Alors voilà, c'est celui-ci. Il y en a 2. Il y en a un avec, du coup, un héros... un vrai méchant de Spider-Man qui est le Kingpin, qu'on voit dans cet épisode-là. Sinon, tous les autres épisodes mettent en scène des héros inventés pour l'occasion. Vous voyez déjà qu'il y a de la réutilisation juste en passant comme ça, en scrollant dans le truc. Vous voyez que ils ont réutilisé plein de trucs. Mais du coup, l'épisode avec le Kingpin et un autre épisode qui est celui-ci, si je ne m'abuse, voilà, qui est celui-ci, Criminals in the Cloud. Si je vous mets le début. Les garçons ont des ennuis à cause des filles. Ceci est également vrai quand il s'agit d'un adolescent comme Peter Parker ou l'araignée. Voilà, j'ai mis juste cette introduction, donc il a des problèmes, machin, etc., blablabla, et il doit affronter des méchants. Mais ces 2 épisodes-là vont inspirer quelqu'un, dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui bosse après comme scénariste dans des productions, je crois Marvel, j'ai peur de dire une connerie. Mais en tout cas, il y a un court-métrage sorti en 1980 qui s'appelle Viva Spider-Man. Et ce court-métrage, donc, alors attendez, il va y avoir écrit de toute façon, à mon avis, le réal, présenté par Swing City Films. Donc, Viva Spider-Man, c'est un court-métrage qui s'inspire des 2 épisodes dont je viens de parler. Donc, celui avec le Kingpin et l'épisode 4 que je vous ai vite fait montrer là. Je vais pas vous le montrer en entier, je pense que... je sais pas. Si, on peut refaire un live Spider-Man où on regarde d'autres épisodes que je vous ai pas montré parce qu'il y en a des très drôles. Il y en a, c'est n'importe quoi.
Il y a celui de la 5e dimension qui est incroyable. Il y en a plein. Il y a des n'importe quoi. Et on pourra regarder vraiment. Voilà, c'est James Craig qui est ensuite scénariste pour d'autres trucs. Mais on pourra regarder, si vous voulez, ce court-métrage en entier. Là, je vais juste vous montrer des plans. Mais ce court-métrage qui, du coup, s'inspire de la série de 67 et en particulier de la. Comment dire, de la. De la 2e saison de Ralph Bakshi. Je trouve qu'il y a du Sam Raimi dedans. Alors, il y a du Sam Raimi qui est déjà de Spider-Man, mais il y a aussi du Sam Raimi, je trouve, de Mort sur le Grill, par exemple. Il y a un style, en fait. Most boys get girl trouble sooner or later, and this goes even for a teenager with superpowers like Peter Parker, alias the amazing. J'ai pas les sous-titres, je suis désolé. Listen. Golly, Susan, why won't you go with me to the Harvest Hop? Oh, I don't know, Peter. I guess I'm just too busy. Oh, look, there's Roy Robinson, star player on the team. That guy, Robinson. Not only is he Mr. Big Around School to all the gals, but his... Alors ça, c'est le scénar de l'épisode que j'ai commencé à vous montrer du 4e. Et il n'y a pas Flash, il n'y a pas Flash Thompson, il y a du coup un personnage inventé pour l'occasion qui le remplace, qui est Roy Robinson. Mais... Alors là, bon, là, c'est juste la blague, c'est que ça fait hommage à la série des années 60 et par conséquent, ils réutilisent cette idée de faire des travelling et c'est une blague, ça. C'est l'idée de, c'est pas vraiment de se moquer parce que c'est en hommage, mais du coup, ils reprennent des trucs voilà, ils essaient de simuler ce qu'étaient les animations de la série des années 60 que vous venez de voir. Donc du coup, il fait semblant de marcher devant et il y a la caméra qui, c'est un pastiche, absolument. Mais donc, vous voyez que dans les cadres choisis, etc., il y a un peu de délire à la Dick Tracy et du coup un peu de délire en fait si vous regardez Crime Wave, voilà, en termes de proportion c'est n'importe quoi, mais c'est un peu drôle. Si vous regardez des trucs genre Crime Wave, vous allez retrouver des trucs assez similaires en fait. Je vous montre juste vite fait quelques plans, quelques idées, mais il y a des trucs en fait qui moi m'évoquent le cinéma de Sam Raimi de l'époque. Et ce truc un peu débulé systématiquement, il y a du ça, je trouve. Ça, c'est un plan qui est repris quasiment à l'identique aussi d'un épisode, du même épisode de l'épisode 4 du truc. Mais voilà, donc c'est Viva Spider-Man, donc ce type de plan et tout, enfin il y a plein de trucs. C'est pas mal, c'est un court-métrage amateur du début des années 80, donc c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais il y a des idées. Il y a complètement des idées de mise en scène, de trucs. Ce genre de bail, pour moi, c'est Dick Tracy, enfin, il y a un côté, c'est cool, je trouve ça cool. Voilà. Ce genre de délire. Moi, si vous voyez Crime Wave, donc le film de Sam Raimi, Mort sur le Grill, il y a des trucs que je retrouve hein, de ce côté. Après, c'est peut-être dans ma tête. C'est peut-être parce que je regarde ça. Il a une vibe pas cool hein, là-dedans. Il fait penser à d'autres gens. Voilà. C'est cool. Voilà, donc on regardera ça peut-être en entier un peu plus tard. Et on regardera, à mon avis, d'autres épisodes. Mais là, je vais devoir vous quitter. Ça fait quand même 2h43 que nous avons démarré ce stream, qui a bien assez duré comme ça. Je vous remercie pour votre présence. Je vais simplement remercier les quelques personnes qui ont sub depuis ma dernière vague de remerciements, à savoir, je descends. Pas d'accord, je t'ai remercié. Camquish, je t'ai remercié, je pense. MV Forever. Camquish, je suis même plus sûr, en fait. Si. Je t'ai remercié. MV Forever, merci. Elirwin, merci beaucoup. The Storm Child aussi. Peerverse, merci beaucoup. Tu dis bizarre ce film Batman. Je crois que tu n'es pas sur la bonne chaîne. Merci à toi Presner34. Merci à toi Corsidian qui m'a dit coucou Karim, je fais une pause dans Zelda pour profiter de cette pépite d'animation. Tu t'es régalé, hein, c'était un plaisir de vous le présenter. Merci à toi Malendrayo qui dit j'ai vu Mad God au ciné grâce et à cause de toi. C'était particulier mais cool expérience. Écoute, ça fait plaisir. Je peux t'assurer que c'était mieux que Morbius. Merci à toi Chus59 pour le bonsoir que tu m'envoies. Merci à toi DRCM. Merci à Alien Tabasco, merci à Fabien CZ et merci à toi Sandru Deza qui dit 3 mois. Youplaboum Karim, est-ce que tu as vu Tar? Franchement, le film m'a pas attrapé, je me suis emmerdé de fou. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que nombre de gens en disent bien du bien, donc pourquoi pas un de ces quatre, mais je l'ai pas regardé. Voilà, je vous embrasse très très fort sur ce. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux raid? Mes amis les modos, si vous voulez déclencher un raid, n'hésitez pas. Je vais vous mettre une petite musique sympa sur le thème des araignées. Voilà, et pendant et à la fin de cette musique, vous pouvez raid qui vous voulez. Il y a Fred? N'hésitez pas à raid Fred. Pas pour la rime, parce que c'est pas ouf. Je vais vous trouver juste une petite chanson sympa à mettre. Hop. Ça va arriver dans pas longtemps, dans quelques instants. Vous allez pouvoir écouter cette super chanson qui est l'araignée.
d'Alain Bachung. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt. Waouh, Alain Bachung, t'es beaucoup trop fort dans mes oreilles. À tout bientôt. Alors attendez, tais-toi Alain, tais-toi. Donc oui, je ne serai probablement pas là ce week-end, donc on se voit mardi pour de nouvelles aventures, on se verra encore jeudi après, et enfin on se verra le week-end d'après pour parler de Evil Dead 2, donc c'était juste pour vous faire un petit truc. N'hésitez pas à revoir Evil Dead 2 pour vous préparer, parce que je le spoilerai allègrement comme un connard, et profitez-en pour voir, donc on en a un peu parlé aujourd'hui, on l'a évoqué, pour voir Crime Wave, Mort sur le grill, qui est le deuxième film de Sam Raimi, qu'on évoquera aussi lors du stream sur Evil Dead 2, et peut-être même un peu avant. Je vous embrasse très fort, merci à toi Jean-Paul Flag pour le dernier sub que tu viens de m'envoyer. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.